Hey! Salutations chers auditeurs, spectateurs, c'est Vérité à venir. On se retrouve en ce jour pour aborder les datas contre la liberté, toutes ces données récoltées sur internet et ailleurs en dehors de la toile. Où vont-elles et que va-t-il en devenir par la suite? Cette toile, internet, par le passé un autre programme militaire, ARPANET, etc., mène maintenant à l'intelligence artificielle qui pourrait ou non conduire notre vie. Alors certains la nomment intelligence artificielle, quand de mon côté je pense plutôt que ça reste des algorithmes, et le terme d'intelligence est un peu tronqué, je rejoins par là Luc Julia, développeur de The Assistant, qui après est devenu Siri pour Apple. Donc les data contre la liberté, intelligence en algorithme, j'ai mis intelligence au singulier car en soi il s'agit plutôt d'un modèle, d'accord, d'un parti pris par rapport à ce que représente l'intelligence, sans forcément l'allier au vivant, etc. Salutations à ceux qui arrivaient, donc n'hésitez pas à liker, à commenter bien évidemment et à partager au maximum. On va de suite débuter par un article qui est assez intéressant où il y a deux personnes qui se positionnent sur l'avenir de l'intelligence artificielle et sur le niveau qu'elle a actuellement. Donc ils ont révolutionné ensemble l'intelligence artificielle au cours des 2 dernières décennies. Pourtant, Yosha Bengio, que vous voyez à gauche, et Yann LeCun, que vous voyez à droite, portent un regard très différent sur l'avenir de l'intelligence artificielle, les dangers qu'elle peut engendrer ou les besoins de la réguler. Le phénomène ChatGPT, d'ailleurs mis en avant par le pro-transhumaniste, qui en a même fait un livre, vous voyez de qui je parle? Laurent Alexandre. Donc il se positionne comme si ChatGPT serait une sorte de divinité terrestre, ayant toutes les connaissances, tout le savoir, un dieu sur Terre, sans forcément que pour l'instant il soit incarné dans un homme, mais plutôt dans la machine qui est quand même la création de l'homme. Peut-on dire que l'homme a dépassé les créations de Dieu? Je ne pense pas. Mais c'est ce que les chers transhumanistes veulent faire croire, ou en tout cas aspirent à ceci. Ils veulent nous aspirer dans leurs inspirations qui ne sont pas forcément pour le bien collectif. Peut-on dire que ChatGPT a révolutionné l'intelligence artificielle? Yosha Bengio nous explique que d'un point de vue scientifique, non. Ce sont en fait des recettes que l'on connaît depuis plusieurs années qui ont été mises ensemble, même s'il y a certainement eu un effort d'OpenAI en matière d'ingénierie, de quantité de données, de taille des modèles, etc. Si ChatGPT, un modèle de langage générant par intelligence artificielle du contenu écrit en réponse à une demande, a pris beaucoup de monde par surprise, c'est par son niveau de compétence, de maîtrise de la langue, et par les connaissances qui ont été acquises, pas forcément de manière correcte d'ailleurs. Mais je pense aussi que c'est une révolution sociale. Si nous avons cette discussion aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens l'ont essayé. Parce que cela peut les inquiéter. Ou leur donner envie d'investir des milliards. Il y a derrière un marché que nous allons examiner. Mais il y a aussi des fausses promesses. Quelle est la part de réalité et de fiction? On va s'interroger sur ça aussi. Vous savez, entre ce que les médias nous rapportent, ce que les entreprises ont intérêt à promotionner et à mettre en avant, ce qui doit être propagé quelque part dans leur propagande industrielle, de leur propagande médiatique, du marketing. Mais quelle est la part de réalité dans tous ces travaux? On va s'interroger. Quand même par le passé, on a eu notre cher Napoléon Bonaparte trompé par un automate. Mais on reviendra sur ça. L'automate turc, encore une fois, qui ramène à des zones, à des localisations où les civilisations sont développées. La Turquie, Çatalhöyük, quand même berceau de civilisation, et dans ces endroits-là, c'est pareil. Les pays voisins sont pareils, berceau de civilisation. S'ils ont pu tromper sur certaines capacités par le passé, que font nos chers Américains ou encore nos chers Chinois, peu importe, qui imitent déjà des modèles civilisationnels qui sont arrivés à la fin, par une idée de démesure, l'hubris. On va en revenir dessus. On a un autre intervenant dans ce questionnement, qui est Yann LeCun, que nous avons vu juste avant, qui lui nous dit de son côté « Je suis entièrement d'accord, ce n'est pas une révolution scientifique. Les technologies de base utilisées par OpenAI ont été inventées il y a plusieurs années par des chercheurs de notre communauté. Certains ont été popularisés par Yoshua et son groupe de DeepMind, qui est aussi directement ou indirectement à la base de tout ça,
tout comme le deep learning, apprentissage profond, auquel nous avons participé tous les deux, ou l'apprentissage auto-supervisé. Je tâtonne, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est correct, je peux continuer d'avancer. On a toutefois l'impression qu'avec ChatGPT, toutes ces techniques sont passées à la vitesse supérieure et que cela bouscule l'idée que le monde entier se fait de l'intelligence artificielle. Par le passé, ça relève de la science-fiction, puis on commence à s'interroger. Et petit à petit, le nid se forme, les œufs viennent à éclore, et plusieurs productions sont proposées, ramenant à l'artefact pour ceux qui ont compris le double langage que je mène ici. Il va d'ailleurs falloir beaucoup travailler à ça. Oui, je vous l'expliquerai après. On a une possibilité également de révolutionner une partie de la dite résistance, ou en tout cas de l'opposition à la technologie, sans forcément être dans un activisme, être à sortir, attention, il y a un complot, attention, non, sans crier à tous les dangers, mais tout de même par pur esprit de méfiance, celui qui est quand même apte, lucide, qui ne se fait pas entraîner comme ça dans la crédulité, nous avons des possibilités de tromper ces algorithmes. S'ils évoluent à tel point et qu'ils font paniquer toujours plus de monde, ou qu'ils enthousiasment des tas de personnes aussi, qui veulent un affront au créationnisme, un affront à Dieu, un affront à la connaissance, voire même un affront à ce que peut représenter un être humain. Quand nous avons des pays qui donnent la nationalité à des robots, on va le voir après, ils peuvent, parce qu'ils ont l'approbation d'une grande majorité, qui attendent à la fois un sauveur, qui n'ont plus confiance dans des politiques humaines, parce que la part d'émotionnel a été utilisée par les rhéteurs, etc., pour tromper un public, l'adaptabilité au public après par l'éthos, ou également ces corrompus, qui sont corrompus par, en quelque part, leur cœur, qui a été péché à la tentation, qui a été péché à l'avidité, toujours plus d'argent, toujours plus de besoins, toujours plus d'ambition ou non, de criminalité ou non organisée. À la place, pourquoi pas y substituer un modèle qui, lui, n'a pas d'émotion. Ou un modèle auquel on crée une émotion artificielle, mais voyez qui est mené vers le juste. C'est en tout cas tout un pan d'interrogation par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, ils sont d'accord sur un point, tous les deux. ChatGPT n'est pas quelque chose de nouveau, donc n'est pas un modèle d'intelligence. Il utilise des outils qui étaient déjà disponibles, juste rassemblés, avec plus de données. Comment se fait-il ? Parce qu'il y a cette promotion autour de ça, et même des gens des fois qui ne voudraient jamais d'un gouvernement 100% technocratique, ou en tout cas émanant de technologie, vont quand même y participer, juste pour voir quelles réponses ils peuvent obtenir. Par esprit de curiosité, par esprit un peu malin, ils nourrissent ce qui est le fruit du malin. Vous comprendrez par la suite. Il y a donc un phénomène intéressant qui est que quand un système attire l'attention du public, celui-ci a l'impression d'être devant un saut qualitatif. Et en plus, il est sur un moment émotionnel. C'est quelque chose de nouveau, c'est entrer dans une autre dimension. Mais d'un point de vue scientifique, c'est souvent plutôt une continuité. Les technologies utilisées par IBM, on rappelle International Business Machine, qui à l'époque était la Deomag Oleris, oui, celle qui a fourni aux nazis des moyens de faire toute une logistique des humains et des ressources. C'est étrangement ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les objectifs de la notation des citoyens. Contrôler les ressources disponibles et les comportements humains. Et les voir comme un flux de marchandises que l'on déplace, que l'on catégorise, etc. Les techniques utilisées par IBM, donc cette entreprise qui a en réalité dans sa genèse même la criminalité, pour les échecs, donc elle avait utilisé pareil les mêmes techniques avec Deep Blue ou pour le jeu Jeopardy qui est un jeu plutôt de connaissances. Donc en soi il y a une question posée, par les mots-clés c'est assez facile quand tu as accès à une sorte de méga bibliothèque ou une péta bibliothèque même tellement il y a de données, de trouver la réponse juste. Puisque il ne s'agit pas d'un esprit humain pour comprendre une question à développer par toute une philosophie. Il s'agit d'une question nécessitant une réponse trouvable directement dans des livres. Donc je continue. Avec Watson, c'était pas particulièrement non plus innovant non plus, mais elles ont réussi grâce à des investissements massifs. Il s'agissait plus d'ingénierie que de découvertes scientifiques. Et c'est à peu près la même chose avec ChatGPT. Et j'ai toute une interrogation à venir après. Le niveau d'intelligence.
Ces systèmes nous rapprochent-ils d'une intelligence artificielle générale ou d'un niveau d'intelligence proche des humains? Le premier nous répond non, absolument pas. Il y a encore une différence énorme entre l'intelligence que l'on observe chez les humains ou chez les animaux et le type d'intelligence que ces systèmes sont capables de montrer. Déjà, l'intelligence humaine, c'est le côté de la conscience et du subconscient. C'est comme ça que ça crée l'intelligence. Comment tu crées du subconscient une machine? Déjà, ça c'est un premier point qui est quasiment infranchissable. Deuxième élément, tu as également des réseaux neuronaux pour les vitesses de calcul et les vitesses de réflexion qui sont différents. L'humain, c'est à la fois du chimique et de l'électrique. Dans votre cerveau, les connexions entre les neurones, c'est électrochimique. Quand la machine, elle, pour l'instant, n'utilise que l'électricité. C'est que électrique. Pour le moment, je dis bien, parce qu'ils sont en train de tenter de greffer la machine à l'humain, ou en tout cas des êtres vivants, comme on l'observe avec le Elon Musk. Il faut se méfier des travaux qu'il mène. Quand il reprend un peu les travaux du professeur Delgado, qui déjà à l'époque tentait de contrôler des taureaux et d'autres bêtes en leur implantant des puces dans la tête, c'est pas quelque chose de nouveau qui est arrivé avec Neuralink. Vous marquez travaux du professeur Delgado et vous retrouverez des tas de recherches qui ont été faites, filmées, etc. À l'époque, ça n'a pas abouti. La technologie n'était pas suffisamment miniaturisée, mais il y avait déjà quand même des possibilités de contrôler plutôt les éléments chimiques pour déclencher des comportements, des réactions, de la folie ou non, qui après mènera à d'autres travaux mind control. Mais ça, on en reparlera plus tard. Il y a même toute une dite théorie autour de Twitter, de son titre, de pourquoi l'oiseau bleu, parce qu'en nous, en français, l'oiseau bleu, ça mène à rien. Par contre, le bluebird, ça mène à d'autres recherches, pour justement comprendre les aspects humains, les comportements, comment les modifier, etc. Mais ça, c'est autre chose. Donc on nous dit, ces intelligences artificielles n'ont absolument pour l'instant rien d'intelligence proche des humains. Ce sont seulement des choses très volubiles. Ils peuvent manipuler la langue et cela donne l'illusion. On est dans les artefacts et l'artifice. Artificiel, artifice. Tchou, magique. Waouh, quel spectacle. Et à la fin, rideau. Donc ils sont très volubiles, ils peuvent manipuler la langue et cela donne l'illusion qu'ils sont intelligents parce que l'on associe beaucoup d'intelligence à la capacité de manipuler le langage. En fait, ce n'est qu'une impression. Leur compréhension du monde est encore très superficielle. Et l'autre acteur qui nous dit « mais c'est le cas de beaucoup d'êtres humains ». En fait, on nous explique que oui, les êtres humains de plus en plus ont des pensées très superficielles. Ils ne comprennent plus leur environnement, ne se questionnent même plus sur le sens de la vie, ne se mettent même plus à l'œuvre, n'ont même plus d'intérêt pour vivre avec les autres ou tenter de faire évoluer la civilisation. On l'observe. Quel philosophe en ce XXIe siècle, quel prodige de la musique, quelle personne excellente dans les arts, quel politique ou non représentant du peuple, ou quel encore parti du peuple mène à plus d'intelligence, plus de partage, à une évolution. Par le passé, des magnifiques statues étaient érigées, des monuments incroyables, une architecture à la pointe, quand aujourd'hui la mode est complètement démesurée. Passons. On nous dit, mais si on se projette à 5 ou 10 ans dans le futur, quand nous aurons des systèmes plus intelligents que nous, ils pourraient influencer des êtres humains, par exemple à travers des réseaux sociaux pour agir de façon néfaste, contrôler les humeurs, les envies et bien d'autres choses en comprenant un élément, le cognitivisme, lié au réseau neuronal, à la plasticité cérébrale, à l'apprentissage que l'on peut faire, à la compréhension du monde, à la conscience. C'est pour ça que je vous ai toujours expliqué une chose, que là vous ne retrouverez pas dans des livres ou chez d'autres individus, c'est que le terme NBIC a été inversé. Pour nous faire accepter toute la partie informatique et que ça devienne même quelque chose d'omniscient, omnipotent, auquel on est dépendant tous les jours, pour une entreprise, pour communiquer et pour faire bien d'autres choses, pour rendre cela possible, pour nous mener sur les sentiers des nano- et biotechnologies qui ne peuvent être possibles sans le développement informatique et sans tout l'intérêt pour les informations et le contrôle des datas, c'est les sciences cognitives. Conditionner les humains, les maîtriser, leur créer des ambitions par le cinéma ou autre, pour que de la fiction, ça devienne la réalité. Que la fiction est une part d'inspiration de la réalité, mais que ce qui était mis à l'image
par des artifices, par quelque chose qui paraît futuriste, deviennent à la réalité, puisque c'est rentré dans l'esprit des gens qui ont été au cinéma dès leur plus jeune âge, et qui se sont dit, ça c'est le monde de demain. Et qui petit à petit, par les différents cursus scolaires amenés, se sont transformés soit en d'horribles commerciaux, prêts à tout saccager, y compris des anciens, des anciennes, donc plus de respect des doyens et des doyennes, pour vendre des produits, quand d'autres se sont lancés, moteurs au maximum, pour pouvoir développer un peu plus d'informatique, les mener dans les foyers, rendre les gens dépendants, créer des systèmes très ergonomiques, où tu as juste à faire défiler le doigt sur un écran qui est si agréable, si doux, qui ne te paraît pas intrusif, auquel tu partages tes photos, auquel tu partages ta géolocalisation, auquel tu partages tes états d'humeur, puisque dedans se trouvent les SMS et les conversations téléphoniques, que tu penses privées peut-être, mais on verra que c'est tout autre chose. Et là, on rentre encore sur d'autres domaines d'interrogation. Quelle part avons-nous laissé à toutes ces technologies et pourquoi se sont-elles immiscées ? Quand on comprend, et encore une fois, j'en vois certains reprendre ceci sur Internet, mais c'est bien que l'intelligence se partage. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut offrir et qui peut se multiplier, donc c'est parfait. Pas l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine. Donc quand il y a des questions de toile et de tissage par une araignée dont on n'a point d'informations sur elle, et qu'on comprend que Internet était un programme militaire et que toute technologie militaire a des avancées, voire des décennies de devancement sur la population, sur ce qu'on pourrait nommer les citoyens, le civil. Alors là, on se questionne et on se dit, attends, maintenant que j'ai cerné ça, on m'a mis à disposition Internet, qui peut être une magnifique chose, qui peut me mettre en relation avec des gens à l'autre bout du monde. Ce qui à l'époque était très compliqué, il fallait écrire une lettre. Mais quand tu écrivais la lettre, tu mettais peut-être un peu plus de cœur. Plus motivé sur les mots qui devaient sortir. Sur le français. Sur les tournures de phrases. Bref, il fallait en tout cas être lisible, s'intéresser, maîtriser les mots pour pouvoir dire ce que tu avais fait dans la journée ou dans la semaine. Plus se concentrer que de raconter des balivernes ou d'autres choses qui ne mènent à rien, si ce n'est aux cavernes. Retourner au côté rustre, vulgaire, etc. Enfin, passons. Donc là, tu te dis, attends, c'est un programme militaire qui a été mis à disposition de tous, et on comprend une chose, c'est que la toile d'araignée, elle fait à la fois des prisonniers pour venir se nourrir, d'accord, mais elle est également alerte sur le danger. C'est-à-dire que la moindre chose qui vient se déposer sur les fils qui la composent, les fils de connexion, cernez bien ce que je vous dis, à ce moment-là, ça vient à vibrer. Et ça vient à un moment ou à un autre à lui transmettre le danger qui peut se situer sur sa toile. Le danger qui peut se situer ou non contre les républiques, contre des ordres internationaux et compagnie. Il faut développer bien plus loin, évidemment, mais je dois avancer. Salut Gia, salut Martine, supérieur à toi également, Finito Pipo, ok, donc lui, hop. Ça y est, c'est finito. Bonsoir, la data, c'est la crypto. Non, la data, c'est les données. Subconscient, juste à écouter toutes les vidéos et pour desservir méditation. Et Quantic Box, ok, on ira voir ça. Bonsoir à toi, donc Gia. L'araignée croit tête à l'abri, mais son habit... Oui, peut-être qu'il est faible. Attention, son habitat est peut-être faible, mais encore une fois, il faut cerner. Ah bah je sais pas, après, Gia, ça je ne connais pas. Hein. Je n'ai pas lu le Coran, donc je peux pas me positionner dessus. Mais si tu dis que c'est inscrit dedans... Ça confirme d'autres choses également. Pas forcément mes raisonnements, mais plus ce qui peut se situer dans la société. La fragilité de certains qui voudraient le contrôler à fond. Donc continuons. Donc après on en a un autre qui dit « Crois-tu que cela pourrait être déployé sans que ce soit intercepté par les polices ou les systèmes de contre-intelligence qui aussi auront progressé ?» Je ne sais pas. Si l'on parle d'une intelligence artificielle qui est plus intelligente que nous, il est plausible que les moyens de sécurité que nous avons ne soient pas suffisants. Mais nous n'aurons pas les systèmes de sécurité d'aujourd'hui. Nous aurons ceux disponibles dans 5 ans ou 10 ans. Tant mieux. Mais cela ne me rassure pas pour autant. La régulation. On a vu récemment le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, demander au Congrès américain d'être régulé, et s'inquiéter d'une réglementation de l'Europe. Pour vous, faut-il réguler l'intelligence artificielle et comment ? Sam Altman aborde la régulation pour dire, je cite,
Il n'y aura que quelques entreprises qui auront le droit d'entraîner de grands modèles, dont OpenAI, et il faut fermer la porte aux autres. Fin de citation. Au contraire, je pense que des systèmes d'IA fermés représentent un danger énorme. Je suis toujours en faveur de la recherche open source pour l'intelligence artificielle. Je pense que dans le futur, nous aurons tous une sorte d'agent intelligent qui gérera nos interactions avec le monde numérique et Internet. Il faudra absolument que cette plateforme soit ouverte. Des modèles fermés seraient dangereux, et je crois que les alertes actuelles risquent d'aboutir à une situation bien plus dangereuse que l'hypothèse d'un système hyper intelligent voulant détruire l'humanité. Ce qui soulève par là, c'est qu'il y a un danger plutôt dans l'accaparement de ces puissances de calcul, de ces puissances technologiques, dans le domaine privé. Avec des mastodontes, toujours plus en place, comment le petit peut lutter contre eux, quand il vient se développer et qu'ils peuvent en plus le racheter très facilement. Et il y a un autre fait alarmant ou non, c'est le côté d'avoir des agents intelligents. C'est-à-dire que l'humain n'est plus assez intelligent, n'est plus assez développé pour pouvoir se raisonner, construire un agenda et gérer sa vie, gérer son quotidien. Il a besoin d'avoir un assistant qui va lui dire « à telle heure tu fais ci ». Tiens, tu te poses la question, j'ai la réponse pour toi. Ne réfléchis plus déjà. La réponse est là, à ta disposition. Même si c'est pas encore la puce neuronale avec la question, la réponse qui intervient immédiatement, cette interaction à la milliseconde, on est quand même dans quelque chose de dérangeant. Je crois qu'il y avait un film qui s'appelait Air, il me semble, un truc comme ça, avec cette correspondance entre un humain et la machine. Et la machine qui a toujours plus de pouvoir. Parce que l'humain, lui, il est vraiment dans l'émotion. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Vous voyez, je veux dire, même si on veut être brut, on veut être comme un roc, etc., on n'aura jamais le cœur de pierre. Il y aura toujours cette petite partie d'émotionnel. Et seule la personne qui écoute attentivement, ou en tout cas une sorte d'intelligence artificielle, algorithme, qui cerne les différents rythmes de voix, qui cerne dans la voix la faiblesse ou non, le côté de la joie ou de la peur ou de la tristesse. Ça aujourd'hui c'est déjà perceptible. Si en plus elle est capable de décrypter les mots employés, et leur fréquence, et à quel moment tel ou tel élément de langage revient parce que soit c'est un mensonge, ou soit c'est une interrogation qui continue et qui reste sans réponse, tout ça, les machines sont déjà capables par différents mécanismes de les analyser. Alors évidemment, c'est pas du sensationnalisme que je vous fais ce soir. Il y en a certains, ils vont déjà rapidement quitter la barque et préférer rejoindre le paquebot des mythos qui leur crie à la fin du monde ou qui leur crie à différentes choses. Ici, c'est plutôt une question d'interrogation. Oui, c'est des raisonnements plus poussés. On nous dit, dans son projet de législation sur l'intelligence artificielle, l'Europe veut instaurer les lignes rouges à ne pas franchir. Pas de notation sociale, pas de police prédictive, pas de catégorisation biométrique, pas de reconnaissance émotionnelle, etc. Est-ce une bonne chose ? Tous les cas de figure que vous citez méritent d'être réglementés car ils touchent à la vie privée et dans certains cas à la démocratie et aux droits humains. Je suis pour. Le problème pourrait venir d'autres restrictions qui limiteraient la mise sur le marché de certaines applications considérées comme critiques, car elles pourraient avoir un impact sur la vie des gens. Pour l'instant, il est difficile de se prononcer car la législation n'est pas encore très claire. Mais le risque existe. Si les textes sont mal écrits ou mal interprétés, que cela entraîne un retard pour les industriels européens. L'invention de CAPTCHA. Je vous en ai déjà parlé. Pareil, j'étais intervenu chez Bassem, il y en a certains qui apprécient ou non, passons. Et chez lui, j'avais repris alors, une citation qu'il faudrait que je retrouve. La personne, de toute façon, fait partie des ouvrages que je possède. Et qui disait, maintenant, c'est l'intelligence artificielle, ou en tout cas, c'est l'algorithme, le robot, qui vient questionner l'humain s'il est humain. Vous voyez ? C'est quand même dingue. C'est le robot qui vous demande si vous êtes humain. Pour dire, oui, ok, on te donne l'accès ou non. Et comment ça a été rendu possible ? Par CAPTCHA et après ReCAPTCHA. Donc CAPTCHA, c'est une invention en 2003 par Louis von Hahn, que vous avez à l'image, qui développe par la suite également Duolingo. Et Duolingo qui a des utilisateurs tels Bill Gates, etc. Et d'autres personnes très très pauvres également. Vous voyez ce grand écart entre les très très riches qui vont l'utiliser, Bill Gates pour apprendre le français, et les très très pauvres qui vont l'employer pour différentes langues. Je crois, il me semble, il y a 42 langues ou quelque chose comme ça. Donc c'est un mastodonte et c'est l'apprentissage
du côté ludique. Ce qui fait que ça se différencie un peu de Babel et de d'autres qui existent sur le marché, c'est le côté un peu de l'apprentissage par le jeu, par le comportementalisme, etc. C'est des différentes analyses qui ont mené à ça. Donc en 2003, Louis von Hahn a l'idée géniale de déposer comme marque et de commercialiser une méthode développée depuis 1997 avec 3 autres chercheurs qui permet à un site internet de déterminer si donc l'utilisateur est un bot, c'est-à-dire un robot, ou si c'est un humain. C'est le test CAPTCHA, Completely Automated Public Turing Test to Tell Computer and Humans Apart, inspiré des travaux du fameux mathématicien anglais Alan Turing qui décrypta Enigma, qui décrypta les machines nazies pour déjouer certains plans, etc. Donc c'est un ingénieur, vous voyez, il y a le mot encore une fois, ingénierie, ingénieur, quelqu'un qui comprend les systèmes, qui sait les développer, qui a le sens des plans, qui a le sens de l'organisation. L'invention ne lui rapporte rien puisqu'il décide de céder le code gratuitement à Yahoo. Mais le voilà propulsé dans la sphère des petits génies d'Internet. À 24 ans, il invente un jeu ESP Game, vendu à Google, et obtient la bourse Genius Grant de MacArthur Foundation qui va lui permettre de numériser les collections du New York Times, 150 ans d'archives, en un temps record. Encore une fois, dans ce développement de technologie, dans l'accessibilité à l'information, il y a des choses qui sont essentielles, ou en tout cas, je trouve qu'elles sont positives. Avoir accès aux collections du New York Times ou de bien d'autres journaux pour pouvoir, d'un simple clic par des mots-clés, retrouver des articles, des modes de société de l'époque, etc., ou d'autres informations de l'époque, comment ils observaient le monde aussi, quel était leur cadre de vie et compagnie, il y a tout un intérêt. Dans la foulée, il développe une nouvelle méthode d'authentification, reCAPTCHA. Vous voyez, on est dans les objectifs également d'identifier. Authentifier la personne qui va être au bout du site internet, authentifier la personne qui souhaite accéder à telle ou telle ressource, pour après soit pouvoir la catégoriser ou non. Mais dans l'idée de développement de bots, de lutter contre ces logiciels, ces algorithmes, il y a une autre idée derrière. Authentifier l'humain, l'identifier, savoir où il va, et compagnie. Donc là, qu'il vendra à Google pour plusieurs dizaines de millions de dollars, et vous l'avez à l'écran, c'est ça le reCAPTCHA pour ceux que ça ne parle pas forcément, c'est quand vous cliquez « Je ne suis pas un robot », clique, et on vous dit, voilà maintenant, vous devez soit recopier 2 parties d'une phrase, ce qui permet au fur et à mesure des statistiques, c'est-à-dire plus l'information correcte leur parvient, plus ils peuvent faire évoluer leur intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes qui sont censés apprendre des statistiques. Et on va le voir après, pour examiner par contre ce que représente un chat, il faut des milliers de photos. Quand un humain, tu as besoin de lui présenter 2 ou 3 chats directement, il saura reconnaître. Vous voyez, un enfant qui découvre ce que représente un chat, un lion ou peu importe, quand il va le voir une fois, ok, 2 fois, 3 fois, ça y est, il sait déjà. Il a mémorisé, peu importe si le chat est d'une autre couleur, il va savoir que c'est un chat. La machine, elle, va avoir du mal. Là, il y a la différence déjà entre les dites intelligences. Et puis après, vous avez les mots, pour savoir reconnaître ce qui se trouve dans les livres, qui ont été numérisés, entre autres, qui permet également d'obtenir des mots-clés, qui permet d'obtenir des statistiques pour la compréhension ou non. Et après, vous avez tout ce qui est des images, analyse d'images. Et ça, c'est, je pense, le plus important pour eux, pour le monde de demain. Pour que les caméras puissent savoir que c'est un véhicule, un piéton, et bien d'autres choses qui peuvent se trouver dans le décor. Donc, je l'ai remis rapidement, avant de passer à l'homme. L'homme se robotise, l'homme se robotise-t-il ou le robot s'humanise-t-il ? On est dans quel dilemme ? Est-ce que c'est l'homme qui perd de son humanité, qui perd de son intelligence, de sa performance, et qui devient robot ? Ou est-ce que c'est le robot qui petit à petit, par ses développements d'intelligence et par ce qui lui est offert en capacité par l'humain, développe un potentiel pour lui-même devenir un complément, soi-disant troisième genre quelque part, vous voyez, si on va plus loin, à voir. En attendant, il y a une expérience qui s'appelle le Turc mécanique. Et on a même Napoléon qui a joué contre ce Turc mécanique, alors qu'à l'intérieur, il n'y avait rien d'une sorte d'intelligence artificielle, rien d'un automate qui se dirige tout seul et qui est très très bon. Il y avait... Alors, on ne sait pas encore qui était à l'intérieur.
Est-ce que c'était un enfant? Est-ce que c'était une personne qui avait eu un accident suite à la guerre ou à d'autres choses dans la vie? Il y a des interrogations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un humain dans cette machine, dans cette boîte, le Turc mécanique. On nous dit, durant sa tournée mondiale, le soi-disant automate bâtit de grandes figures politiques telles que Napoléon Bonaparte ou encore Benjamin Franklin. Il fut même opposé au célèbre François-André Danican Philidor, unanimement considéré à l'époque comme le meilleur joueur du monde. Le Français s'imposa, mais non sans déclarer qu'il avait dû jouer l'une des parties les plus difficiles de sa vie. Malgré sa renommée mondiale, on découvrit plus tard que cet automate n'était qu'un canular. La machine se mouvait effectivement à la manière d'un humain grâce à ses rouages internes, mais elle était incapable de jouer aux échecs seule, sans la présence humaine à l'intérieur. Ça prouve encore une fois que ce que nous vivons, c'est peut-être aussi des entreprises, avec tout le côté financier, qui nous rejouent ce mauvais canular, mais de façon plus développée. IA, pour certains, intelligence artificielle, pour d'autres, intelligence en algorithme au pluriel, parce qu'il peut exister plusieurs algorithmes qui viennent servir une sorte d'intelligence. Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme qui permet d'obtenir un plat à partir de ces ingrédients. Vous avez à la base tel et tel ingrédient, vous avez les étapes, et à la fin, vous arrivez au produit fini. L'algorithme, c'est la même chose. Il a des tas d'ingrédients, plein de logiciels mis à disposition, dans un certain ordre et dans une certaine application, statistique, vérification des données, etc. Il peut aboutir après à l'étape suivante, et à l'étape suivante, et pourquoi pas à la recette finale, mais qui n'en est en aucun cas une sorte d'intelligence, qui est juste ce qui est souhaité par certaines entreprises, certains services, pour des gouvernements ou non. On a plusieurs variations d'intelligence, plusieurs variations de ce qui est dit de l'IA. On a une classification qui est rendue disponible. Certains qui parlent de 3 types d'intelligence, d'autres qui mettent dans un champ un peu plus vaste en ajoutant les machines réactives. Donc là, on est sur des machines qui ne sont pas forcément dotées d'intelligence, qui sont plutôt là pour faire exécuter l'automate, pour en fait tout simplement mettre en place... Comment je pourrais dire ça ? Comment je pourrais former la chose? C'est un peu comme le Deep Blue avec IBM, vous voyez? C'est-à-dire que c'est des machines qui ne peuvent pas utiliser des expériences acquises. C'est des machines qui ne peuvent pas apprendre d'elles-mêmes. Après, vous en avez d'autres à mémoire limitée, où là, elles ont accès, déjà, on leur met un peu plus d'informations, et à partir de là, des volumes d'informations, elles peuvent se former. Elles entraînent différents systèmes d'intelligence artificielle, comme l'apprentissage en profondeur, qui est nommé, je crois que c'est... deep learning ou quelque chose comme ça, et en fait elle stocke toutes ces informations, toutes ces résolutions, toutes ces, comment je pourrais dire encore, toutes ces avancées pour après continuer à évoluer. Puis après vous avez d'autres intelligences artificielles comme ce qu'on peut voir, la théorie de l'esprit et la conscience de soi. Alors là ça serait une sorte de but ultime où l'algorithme d'un coup a conscience qu'il est soi-disant vivant entre guillemets, et qu'il a un intérêt à vivre, qu'il ne doit pas mourir, mais qu'il a un intérêt à faire du bien aussi. Et après, c'est toutes les lois, notamment, on m'avait conseillé un livre de Asimov, mais que j'ai pas encore lu. Et puis après, vous avez donc l'intelligence artificielle étroite, ANI, intelligence artificielle générale et la super-intelligence artificielle. Et là, on va se pencher sur ces 3 conceptions. Donc la première conception, c'est intelligence étroite, ANI, faible ou artificielle. Par exemple, le Siri d'Apple, que je vous prenais pour exemple tout à l'heure en y ajoutant que son ancêtre, en tout cas son mot avant, c'était The Assistant, qui après devient Siri. Et par exemple, pour Naro AI, Siri est formé donc pour exécuter un ensemble limité de fonctions prédéfinies. On l'a programmé pour répondre à certaines questions, pour orienter, pour récupérer des informations sur des sites, la météo, ce qui peut être fait dans l'actualité, et bien d'autres choses. D'autres exemples incluent les voitures autonomes, les systèmes de reconnaissance d'images et de paroles. Reconnaître les mots qui sont prononcés, la tonalité, est-ce qu'il y a ou non de l'émotion dans la voix, les images, que représentent-elles, etc. La catégorie des systèmes complexes artificiellement intelligents faisant appel à l'apprentissage en profondeur et à l'apprentissage automatique fait partie de la catégorie des systèmes d'intelligence artificielle étroite.
Ces machines sont classées dans les machines réactives à mémoire limitée, ce qui est traité en détail après dans leur article. Intelligence artificielle générale, AGI. L'intelligence générale artificielle, également appelée IA forte ou IA en profondeur, est le concept d'une machine dotée d'une intelligence générale qui imite l'intelligence ou les comportements humains, avec la capacité d'apprendre et d'appliquer son intelligence pour résoudre tout problème. L'IA peut penser, comprendre et agir d'une manière indiscernable de celle d'un être humain dans une situation donnée. Et c'est ce qu'on observe de plus en plus avec ces robots. Dans un premier temps, ils tentent d'en faire des sortes d'humanoïdes, des robots humanoïdes qui ressemblent à des êtres humains. Il semble qu'ils tentent en tout cas de leur programmer des sortes d'émotions faciales pour qu'il y ait différentes possibilités offertes, c'est-à-dire une conversation toujours plus vivante avec quelque chose qui en réalité est de base inanimé et du matériel, rien de plus. Les chercheurs et les scientifiques spécialisés dans l'IA n'ont pas encore atteint une IA forte. Pour le moment, ils tentent d'y accéder. Pour y parvenir, ils devraient trouver donc un moyen de rendre les machines conscientes en programmant un ensemble complet de capacités cognitives. Capacités cognitives, ça veut dire, pour vulgariser la chose, des capacités d'apprentissage. Pas juste du tâtonnement, je fais ça, non. Développer après des raisonnements. De l'apprentissage par raisonnement, par exemple. Les machines devraient faire passer l'apprentissage par l'expérience à un niveau supérieur, en améliorant non seulement l'efficacité de certaines tâches, mais en acquérant la capacité d'appliquer les connaissances acquises par l'expérience à un éventail plus large de problèmes différents. Pourquoi pas une expérience acquise dans un domaine professionnel et l'appliquer en conseil pour un particulier ou pour une personne qui souhaite obtenir en tout cas des moyens d'évolution. N'hésitez pas à liker, à partager également, les amis. Je vais vous lire après, ne vous en faites pas. Mais n'hésitez pas à partager, liker, plus on est présent, mieux c'est. Il faut s'interroger sur ces sujets de société. Et enfin, on a le dernier type d'intelligence, la super intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est pas le cas, on en est très très loin. Même avec les nouveaux ordinateurs quantiques, etc., on en est très très loin. La super intelligence artificielle, ça serait une intelligence artificielle hypothétique qui ne se contente même pas d'imiter, de comprendre l'intelligence humaine ou même le comportement humain. Non, ça va plus loin. La super-intelligence artificielle, c'est l'endroit où les machines deviennent conscientes d'elles-mêmes et dépassent la capacité de l'intelligence et des aptitudes humaines. Et là, ça rejoint un peu ces réseaux neuronaux, mais pas que, ça rejoint aussi la blockchain, le peer-to-peer, ordinateur à ordinateur. Elle est omniprésente, partout dans la société. Cette intelligence, hop, elle apparaît d'un coup dans un PC, dans un téléphone, elle peut apparaître partout. La super-intelligence est depuis longtemps la muse de la science-fiction dystopique, dans laquelle les robots envahissent, renversent ou asservissent l'humanité. Le concept de super-intelligence, que je retrouve le truc, artificielle, voit l'IA évoluer pour devenir si proche des émotions et des expériences humaines qu'elle ne se contente pas seulement de les comprendre, mais elle suscite des émotions, des besoins, des croyances et des désirs qui lui sont propres. En clair, elle fait en sorte que toi ou moi, on a envie de changer de comportement, que toi ou moi, on ait envie de consommer telle ou telle chose, qu'on se passe ou non de communication avec certains, d'une certaine sociabilité, qu'on aille dans un autre domaine de métier et compagnie. Elle peut te créer de la tristesse, elle peut te créer de la méchanceté. Elle est capable de tout ça, cette intelligence artificielle, et c'est pour ça que, même si ça je l'ai découvert après, je ne vais pas vous le cacher, mais que par mes prises de position contre certains imposteurs intellectuels sur Internet, je reconnais qu'il y en a surtout avec deux avec qui j'ai été méchant, mais c'est aussi ça doit leur servir de leçon. Moi, ça doit me servir de leçon, parce que oui, il faut que j'apaise cette sorte d'adversité, etc. Mais de leur côté, ça doit servir de leçon, qu'ils comprennent que eux, qui se veulent en opposition résistants, sont très très fragiles face au pouvoir en place. Ce qui ne cerne pas, c'est que toutes les données qu'ils ont laissées sur Internet, ou par téléphone, ou par SMS, parce qu'ils ont vécu comme 3/4 des gens, même s'ils ont compris un peu que ça n'allait pas, et que derrière il y avait toutes ces informations qui pouvaient être récupérées, ils ont quand même vécu comme les autres.
Ils ont laissé des tas d'informations sur Internet, leur état émotionnel. Quand ils sont pas bien dans leur santé, ils font une recherche. Quand ils sont pas très bien, ils tentent de se conforter au téléphone par un proche, etc. Ces gens-là ont laissé des tas de données. Ils sont tous très très fragiles aux yeux de ces entreprises qui demain savent sur quel point jouer pour les blesser au plus haut point. Donc c'est pour ça que je disais que de mon côté, j'ai été méchant avec certains au point même de les piquer sur le domaine familial, ce qui en réalité ne se fait pas, n'avait rien à voir dans le côté de la réalité des choses. J'avais de l'idée en tout cas de rester sur une morale pour le vrai, j'étais plus loin. Mais ça doit aussi servir de vecteur de pensée. À se dire à quel point on peut être vulnérable face à la machine en lui laissant autant d'informations, autant de données. Et encore, moi j'ai fait ça à un niveau lambda. Imaginez maintenant les capacités informatiques. Elles peuvent faire plier chacun. Parce qu'il y en a qui ont laissé des photos qui seraient dérangeantes, parce qu'il y en a qui ont laissé des propos dérangeants, parce qu'il y en a certains qui ont échangé sur ce qui se passe dans leur vie, parce qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'ils ont fait ça par insouciance. Peut-être qu'ils ont fait ça même par un esprit d'innocence. Ils ne pensent pas derrière que tout ce qu'ils laissent peut être récupéré. Il y en a certains, ils ont créé de la désinformation, et puis ils ont pris une vidéo, ils l'ont supprimée. Et ils se sont dit, ça y est, c'est fini. Quand en réalité, les serveurs sont pleins de toutes ces informations. Il y en a certains, ils sont arrivés avec des comptes anonymes, et n'ont pas hésité à insulter. Ils n'ont pas hésité même à en pousser certains à faire des mauvaises choses. Mais tout ça, les IP, les IMEI, ils pensaient en utilisant des VPN disparaître. Ça n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut savoir assumer ce que l'on fait, mais qu'il faut savoir comprendre qu'on a une part de vie privée à ne surtout pas partager sur Internet. Et que lorsqu'il y a une sorte d'alerte qui est émise parce qu'il y a des photos qui sont partagées, Alix, je pense notamment à cette personne, où je lui ai juste mis un commentaire, supprime ça. Toi, soi-disant, si évolué comme d'autres, comment se fait-il que vous laissez des photos de vos familles sur Internet ? Comment se fait-il que vous en êtes venu à ce point-là à partager ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui va bien ? Ce qui normalement devrait rester que dans votre cercle le plus privé. Que vous partagez certaines expériences de vie, oui. Mais c'est là où on va devoir, maintenant qu'on a cerné ça, détourner et tromper les algorithmes. Savoir faire la double pensée. Les vrais discours dans le réel, loin de l'informatique, loin des technologies, et ce qui est laissé pour tromper l'algorithme. Vous comprenez ? Le monde basculement, il est encore possible. Dire que ça y est, c'est fini, rester dans un défaitisme, non. Il y a des solutions. On peut les faire plier rien qu'en tronquant, par exemple, quand vous avez des reCAPTCHA. C'est une toute petite chose, hein. Mais c'est encore une fois un petit caillou. Là, c'est pas une pierre à l'édifice, mais c'est un caillou. Un caillou qui permet d'entamer la fragilité de ces algorithmes. Lorsque vous avez un reCAPTCHA, toujours en mettre un ou deux qui sont erronés. Ça passe pas, tant pis, vous revenez. Lorsque vous mettez sur Internet des messages, de temps en temps, encensez un parti politique qui ne vous plaît pas. Ils sont en train de tenter de nous catégoriser, ils sont en train de tenter, vous savez, de nous mettre en vulgaire caricature quelque part. Vous êtes de tel parti, de telle religion, vous avez émis tel et tel propos. À nous de les tromper. À nous de faire en sorte que ces gens-là pensent que, par exemple, tu es de tel parti politique. Juste parce que t'as mis des likes ou des trucs comme ça, sans mettre de commentaires. À toi d'avoir l'intelligence d'utiliser une sorte de double langage. L'intelligence d'un double langage que l'algorithme ne peut pas comprendre. Il pense que tu es pour un parti, pour une idée, alors qu'en fait, dans ton message, l'humain, lui qui est doté de raisonnement et d'intelligence, comprend tout l'inverse. Il faut utiliser ces genres de choses. J.A., je parle de musique et non de plantes. C'est une plante, comme tout humain. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez, les amis. Je continue. L'intelligence artificielle, donc, c'est un champ de recherche qui regroupe l'ensemble des techniques et des méthodes qui tendent à comprendre et reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain. Le machine learning, c'est un ensemble de techniques donnant la capacité aux machines d'apprendre automatiquement un ensemble de règles à partir de données. Contrairement à la programmation qui consiste en l'exécution de règles prédéterminées. Le deep learning, ou l'apprentissage profond, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, donc c'était pas le machine learning mais bien le deep learning, c'est une technique de machine learning reposant sur le modèle de réseau de neurones. Et à partir de là, donc des dizaines, voire des centaines de couches de neurones sont empilées et juxtaposées pour apporter une plus grande complexité à l'établissement des règles.
Et vous avez un exemple à l'écran. Qu'est-ce que le deep learning ? La définition que l'on vient d'en avoir, le deep learning est une discipline de l'intelligence artificielle capable d'analyser des données non structurées comme des images, des vidéos, du texte. Avant tout, les outils qui nous dérangent sont ceux-là. Les outils qui peuvent nous amener la connaissance sont les mêmes. Des algorithmes capables de classer, d'analyser des données. Images, textes, vidéos, etc. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est un système donc, qui repose, comme on l'a vu, sur plusieurs couches des réseaux de neurones, reliés entre elles, un peu comme le cerveau humain. Mais il y a la partie chimique en moins. Les réseaux sont composés de dizaines, voire de centaines de couches de neurones, chacune recevant et interprétant des informations de la couche précédente. Plus il y a de couches, plus l'apprentissage est profond. Par là, c'est une sorte d'élévation. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Plus ça va, plus les recherches, plus les informations sont affinées. Computer vision donne à une machine la capacité de voir et ainsi permettre l'analyse et l'interprétation d'images ou vidéos. Elle est utilisée dans différents secteurs, comme par exemple la santé en diagnostiquant automatiquement une radiographie. L'œil avisé de l'expert dans son domaine se retrouve maintenant dépassé par les milliards d'images, d'expériences partagées par différents praticiens, différentes personnes émanant de ces cercles de la médecine, ou en tout cas du système de soins de santé, permettant de faire des analyses en quelques fractions de secondes, en ayant conscience de l'épaisseur de l'os, de son positionnement, de comment parvenir à la réparation ou non. Et l'homme devient à ce moment-là une sorte de matériel, qui peut être après augmenté ou non par ce qu'on appelle le transhumanisme, augmenté ou non par les nanotechnologies ou biotechnologies. Un problème de santé, très bien, on va le faire parvenir à l'intelligence artificielle, elle va passer parmi tous ces algorithmes et toutes ces données, voir à quoi peut correspondre le problème, ce qu'un médecin aurait eu bien du mal, surtout aujourd'hui avec le serment d'Hippocrate, et ce n'est plus une médecine individualisée, on est dans une médecine collective. Malheureusement, c'est comme ça s'est effacé au nom des cartels. T'as tel ou tel problème de santé, immédiatement, le médecin ne tente plus de faire du cas par cas, il va te rediriger par ses conférences ou non, par ses liens d'intérêt ou non, vers tel ou tel médicament. Petit à petit, c'est comme ça. Il existe encore des praticiens, des médecins qui sont honnêtes et qui font très bien leur travail, mais il y a toute cette catégorie de commerciaux, de robots et compagnie, qui eux, t'as un bobo, tiens, ok, ils t'ont à peine examiné, ils te font de la télémédecine. Patient suivant, hop, ok, t'as quoi toi ? Très bien, ça peut correspondre à quoi ? Et hop, patient suivant. En fait, ils sont en train d'être dans la phase de transformation, donc dans cette transition de la médecine naturelle à on fait du cas par cas, on étudie, par l'expérience également des médecins, à un peu plus d'informatique, de numérique, pour lutter aussi contre tous les escrocs avec leurs fausses ordonnances et compagnie, donc pour lutter contre les trous dans la sécurité sociale pour parler de la France, et pour bien d'autres choses, un suivi médical et compagnie. Au début, c'était dossier partagé, c'est devenu mon espace santé. C'était le DMP, dossier médical partagé, c'est devenu mon espace santé, et il y avait à peu près 6 mois pour s'y opposer. À partir de là, maintenant, il y a ces données de santé, en plus, que certains assureurs souhaitent récupérer. Bref, pour revenir et pour recentrer à ce que je disais, vous aviez donc une médecine naturelle, des humains qui étudient au cas par cas, mais qui ont aussi l'intuition et qui ont bien évidemment la compétence, le potentiel pour guérir, à maintenant la télémédecine, qui se moque un peu plus de nous, pour nous basculer évidemment vers ces algorithmes, qui eux, par une simple radiographie, ou par une simple prise de sang, ou par un simple test ARN messager, ou encore un simple test CRISPR, Cas9, Cas13, etc., vous comprendrez, les ciseaux génétiques vont pouvoir vous dire, vous avez tel problème de santé, et ben on a l'artefact qu'il faut. Conformez-vous à cette sorte d'avatar universel, comme le disait Jacques Attali. Ce n'est pas un devin, pas un prophète, loin de tout ça, mais il est en relation avec des ingénieurs, à la pointe. Au sommet, il y avait tous les autres. Il y avait les scientifiques, les eugénistes, les politiques, etc. Ils ont eu leurs échanges. Accès à l'information avant nous. Accès à l'information, des fois, classée confidentielle ou non, avant que ce soit dans le civil. Ces gens-là sont très forts. Voilà pourquoi il était dit, viendra le moment, on vous expliquera que vous devez vous conformer à cet avatar universel. C'est-à-dire, par exemple, il y a le danger d'un virus, vous êtes potentiellement vecteur
transmetteur de celui-ci, cas asymptomatique ou non, vous êtes dans l'obligation de vous conformer à ce schéma de santé. Le schéma de santé vous oblige maintenant à avoir de l'ARN messager. L'étape suivante, vous coûtez trop cher à la société, vous n'avez pas d'argent pour les assurances privées, vous devez vous conformer à ces nouvelles technologies. Ça, c'est l'objectif suivant. Vous dire que, au lieu de coûter en médicaments à la société, vous avez la possibilité d'utiliser le génie génétique, le génie, retenez bien ces termes aussi importants, qui vous mène à vous modifier. Quoi, vous avez un problème au niveau de vos os qui deviennent fragiles? Pas de problème. On peut en supprimer une partie et le remplacer par de l'artificiel, avec les nouveaux matériaux qui se développent, qui relèvent ou non de la nanotechnologie, les nanomatériaux et bien d'autres choses. La nouvelle santé se met en place, mais les gens ne sont pas prêts. C'est-à-dire que lorsque vous abordez ces sujets de façon concrète, pas en étant dans le côté délirant, affolant, mais plutôt en disant « souhaitons-nous ou non ces technologies ? Souhaitons-nous ou non modifier notre condition ? Souhaitons-nous ou non redéfinir ce qu'est un être humain ? » Puisque l'être humain biologique sera différent de l'être humain augmenté et complètement différent de l'être humain ultra transformé, comme un produit. Dans l'alimentation, vous avez le produit naturel, le produit OGM un peu modifié et le produit en bout de chaîne industriel qui a tous ces additifs, toutes ces transformations qui permet qu'il puisse durer 6 mois, 1 an, qu'il puisse avoir un plus beau volume, une plus belle couleur. Mais il a disparu, son essence même a disparu, vous voyez, il est ultra transformé, il n'a plus d'intérêt, il n'a plus ses qualités nutritives, il a même, vous voyez, cet aliment, ok, il est plus beau, ok, il est plus gros, ok, il est attirant, mais il est vide de sens, il n'est plus ce qu'il était à la base. Et l'humain, c'est la même chose, c'est ce fruit qu'ils sont en train de pourrir. Il y avait la pomme, vient ces êtres qui se transforment avec ce ver qui rentre dedans, cet insecte, et voilà qu'ils deviennent des infects modifiés, pour après accéder à la fin. C'est pour ça qu'on en voit toujours plus qui ont passé les étapes, d'ailleurs, de la désacralisation du corps, de la désacralisation des rencontres. Ils en sont arrivés à se faire des tatouages, et puis le piercing, et puis c'est devenu quelque chose de banal, et puis après, c'est je m'implante une puce sous la peau, parce que c'est cool, c'est le cyborg à la Kevin Warwick. Le premier qui a fait ça, c'est Kevin Warwick, pour ouvrir des portes en université, annoncer le monde de demain, où vous ne faites qu'un avec la technologie. Ça, c'est leur souhait. Et on le voit, pour faire qu'un avec la technologie, il faut qu'elle soit omniprésente, et qu'elle paraisse omnipotente, toute puissante. Tu ne peux rien faire face à elle. Elle est présente partout, telle la dystopie d'Orwell. Ses yeux, ses capteurs sont présents partout. Ce n'est même pas seulement ses yeux, ses caméras, ses capteurs sont partout. La compréhension de la pensée devient un crime. On y arrive. Et ils ont déjà défini des fiches sur chacun. On avait déjà abordé le sujet. Et après, on a d'autres éléments, le langage artificiel, le langage naturel. Et d'ailleurs, ça va être un des points qui va suivre. Le deep learning ou apprentissage profond est l'une des technologies principales du machine learning. Avec le deep learning, nous parlons d'algorithmes capables de mimer les actions du cerveau humain grâce à des réseaux de neurones artificiels. Il faut rappeler une chose. L'imitation ne sera jamais à la perfection. D'accord ? L'imitation, pour moi, c'est une contrefaçon d'une autre contrefaçon qui, elle, proclamait qu'elle était originale. Partout, elle vous dit « je suis original ». Et à la fin, on se rend compte que c'est qu'une pâle copie de d'autres copies. C'est pour ça que je viens à dire que la contrefaçon d'une contrefaçon qui se pense être la perfection. Voilà ce que représente l'humain modifié. La contrefaçon d'une contrefaçon qui proclame être l'original et qui se révèle plutôt être une piètre qualité. Les réseaux sont composés de dizaines voire de centaines de couches de neurones, chacune recevant et interprétant les informations de la couche précédente, ce qu'on a vu auparavant. Fiction, réalité. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça devient complexe de savoir quelles sont les véritables avancées technologiques de ces propositions, de ces avancements publics et de ces intérêts financiers. Et bien évidemment des optimisations fiscales et de tout ce qui s'ensuit. La fiction et la réalité. C'est des choses qui deviennent très difficiles.
C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous conforter également à vivre dans un domaine de fiction ou dans cette réalité augmentée, la réalité artificielle, avec les casques VR. Vous avez l'impression comme ça d'être en immersion dans un autre monde, dans d'autres dimensions. L'accès à plus de connaissances, l'accès, pourquoi pas, à de nouvelles sensations, et le délaissement du monde naturel. On vous promet monts et merveilles, on vous dit le monde actuel est archaïque, dépassé. Rejoignez la magie. Vous aviez la magie Disney, la magie de ces dessins animés, vous savez, de ces empires un peu, qui existent par les tubes cathodiques, qui existent par ces écrans, par l'artifice, par les modifications, tout ce qui va être amené en superposition. C'est-à-dire que par les prises vidéo, ils viennent y ajouter de la magie, ils viennent y ajouter des personnages complètement fictifs, créés, l'aventure, la fantaisie. Ça paraît en effet beaucoup plus attirant que le monde qui a malheureusement ses complications, ses hauts et ses bas, ses montagnes russes. C'est complexe. Et vous, que souhaitez-vous maintenant? Être dans la réalité, quitte à avoir des problèmes de santé, quitte à avoir malheureusement des tâches aussi, le ménage, le travail, les problèmes de famille ou non, ou est-ce que vous souhaitez la fiction? Celle qui peut même recréer des êtres qui vous sont proches mais que vous n'avez plus à proximité, qui pourrait même vous connecter avec eux, avec des gens perdus, qui reprennent vie comme ça. Et j'irai pas plus loin par rapport à ce développement, mais la vidéo sur la mémoire de l'eau, il y en a certains qui m'ont dit c'est tangible, attention, et je l'accorde, le documentaire, je ne l'ai jamais approuvé, mais je me questionne sur les transmissions, notamment avec le côté psychologique, physiologique, etc., que la généticienne a abordé, Alexandra Orion-Code. Mais ça, c'est un autre domaine. Mais je me questionne, parce que c'est vrai que si je mets une parenthèse de théorie en dehors de toute la réalité que je viens de vous emmener, vu que là, on est entre la fiction et la réalité, si je me permets juste cette part de fiction, cette part en tout cas de théorie qui me questionne, c'est que dans différents films, on a vu que celles qui étaient, ou ceux qui étaient censés anticiper le futur, je pense notamment, il me semble que c'est dans iRobot. Non, c'est pas dans iRobot, c'est dans un autre film. C'est dans Minority Report, exactement. Qui, justement, prédire le crime avant le crime. Par quels moyens ils arrivent à être connectés? C'est comme dans différents films, d'ailleurs, même. Tous immergés dans l'eau. La connexion des uns et des autres par l'eau. La mémoire dans l'eau. Ça m'a juste questionné. Je dis pas que c'est une réalité, hein. C'est une théorie. Mais la mémoire dans l'eau. Imaginez ce qui peut reprendre vie ou non. D'ailleurs, rapidement, et là je sors de la théorie, je sors de ce côté un peu plus fantaisiste, si je puis dire. Si on remet les pieds sur terre, hop, on remet les pieds sur terre, on remet les mains à la terre quelque part, et on retourne à travailler. Donc là, il y avait un élément que je voulais développer. Mince, je viens de passer à côté, c'est pas grave. On verra la suite. Donc il y a un marché qui vaut des milliards. Là, on peut le voir. Un marché exponentiel qui ne cesse de grimper, 3 milliards, 4 milliards, 7 milliards, 11 milliards, 20 milliards, un peu plus même, et on nous annonce, alors pour certains en 2025, un marché à 89 milliards, quand pour d'autres, ça sera un marché à 126 milliards, dans le monde. Et il y en a d'autres qui vont même plus loin. Horizon 2030, il y en a qui parlaient de combien, j'avais noté ça de côté, je sais plus, mais ça représenterait des milliers de milliards de dollars par an. Chiffre d'affaires, là c'est des chiffres d'affaires générés par l'intelligence artificielle dans le monde en milliards de dollars selon des projections. Et les logiciels d'IA, un marché en pleine expansion, projection du chiffre d'affaires mondial des marchés. Là vous avez donc deux sources différentes, vous avez Tractica en premier et dans un second temps Omdia. De toute façon on est quand même sur des marchés qui sont exponentiels. Ils sont à peu près en accord sur 2023 entre 50 et 70 milliards. L'impact de l'intelligence artificielle sera supérieur à celui de l'électricité. On rappelle, 3 révolutions industrielles, la première la vapeur, la deuxième l'électricité, la troisième l'Internet. Et là, on est dans la 4e révolution industrielle, même si la 3e n'est pas reconnue, je l'accorde, notamment Jérémy Rifkin qui a sorti donc la 3e révolution industrielle et qui a sorti Le siècle biotech. Donc ce Jérémy Rifkin, il nous explique une chose, c'est que normalement, une révolution industrielle est liée à l'émergence ou non d'une nouvelle énergie.
Vous aviez donc le... Mince. Avec l'eau, là, la vapeur. Et puis après, vous avez l'électricité. Et dans un troisième temps, qui n'est pas vraiment reconnu, cette troisième révolution avec Internet, et la quatrième, c'est encore autre chose. Emploi, copyright, imagination. Gilles Babinet, représentant la société civile française pour le numérique auprès de la Commission à Bruxelles, mesure l'impact de la révolution en cours. Et voilà que ces intelligences ne peuvent pas seulement rester dans des ordinateurs, des téléphones, des montres connectées ou d'autres outils mis à disposition. Maintenant qu'on arrive à mettre l'illusion ou non d'une humanité dans ces propos, dans ces personnages qui sont créés, avec des noms qui leur sont attribués. C'est plus The Assistant, l'assistant, c'est Siri. C'est plus un robot comme ça, non, c'est Sophia. Des noms humains accordés, en dehors des animaux, ce qui est déjà le cas pour certains, des noms humains accordés maintenant à des robots. Et plus seulement des noms d'ailleurs. Encore une barrière de franchie, il y a quelques années, on en parlait, on était aux prémices des discussions, en tout cas sur ces robots humanoïdes, sur la chaîne notamment, c'était Phenotics Evolution à l'époque, la robot saoudienne et citoyenne. Où on trouvait ça scandaleux d'ailleurs, en se disant que des êtres humains n'arrivent même pas à avoir la nationalité, n'arrivent même pas à avoir à manger ou autre, mais par contre des milliards sont dans des robots, et pire, les personnes au pouvoir viennent attribuer un titre de citoyen à des robots, qui pourtant ne sont pas reconnus, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes morales et pas des personnes physiques. Même si elles appartiennent à des personnes morales, à des entreprises, ces algorithmes ne sont considérés pour l'instant ni dans la catégorie morale, ni dans la catégorie physique. Et c'est là où est la question également sur le domaine international. Quelle juridiction mettons-nous en place pour ces robots ? Et j'irai plus loin après. Puisqu'on les met maintenant dans des prises de décision au pouvoir de certaines entreprises, on va le voir après, et pourquoi pas dans l'ambition de les mettre au pouvoir de gouvernement, qui sera responsable en cas de faillite, de chute d'une entreprise, ou de mauvaises actions sur le marché, ou encore de déclenchement de guerre. Si on nous dit que ce ne sont ni les dirigeants qui les ont pris, humains je parle, ni les entreprises, puisqu'elles ont délaissé ça à ces algorithmes qui sont censés être plus intelligents, plus harmonieux, plus en paix, pour le mieux, un problème, une solution, qui est coupable ? Qui est coupable de la chute d'une entreprise ? Du fait qu'il y en a certains qui se retrouvent sur le carreau, qui vont être virés ? Qui est coupable de la mauvaise prise de décision d'un pays qui deviendra colibégérant ou non avec d'autres ? Qui est coupable d'un déclenchement de guerre ou non ? Ça peut aller très loin si on leur laisse un peu plus de pouvoir. Ou en tout cas, si on laisse cette illusion se mettre en place. C'est surtout ça. L'Arabie Saoudite est devenue le premier pays à accorder la nationalité à un pays humanoïde. C'est quand même dingue. Il y a des pays où ils n'ont même plus de foi, où ça n'est même plus animé par des gens religieux. Et on en a d'autres où ça semble en tout cas être animé par des gens qui auraient, soi-disant, après encore une fois, c'est toujours ces têtes qui sont mises en place pour salir des tas de choses. C'est comme nous avec le Vatican et le pape actuel. Vous voyez, c'est des hommes qui sont mis en place pour en réalité réaliser un agenda. Tromper, salir ceux qui vont pratiquer correctement. Et bien là, dans certains pays, notamment l'Arabie Saoudite, c'est quand même un pays qui est reconnu pour être droit, pour appliquer... Enfin, attention, être corrompu aussi, etc. Mais normalement, appliquer certaines conditions. Et là, donner la nationalité à un robot, le rendre humain quelque part. Et en plus, ce robot social, on nous dit, peut reconnaître les visages. Reconnaissance faciale. Son propre faciès, là, est en silicone, toujours plus humanisé au passage, hein, avec un grain de peau qui ramène à la réalité et qui peut mimer 62 expressions humaines. Et on avait déjà vu ce robot avec Will Smith et compagnie. On voyait ce robot, en plus on ne sait même pas si on doit ou non rentrer dans leur folie du genrisme, vous voyez. Bon, et il y en a d'autres qui semblent un peu plus artificiels quand même, mais pareil, attirants, avec un visage calme, harmonieux. Un visage où tu vas pas mettre de la méfiance face à ça. Vous voyez ? Même si là derrière son crâne et tout un peu modifié, ça peut paraître dangereux, ça peut prêter à de la peur, mais avec une bonne perruque et compagnie, un bon timbre de voix,
Ces choses-là sont plutôt attirantes. Quand je dis attirantes, c'est par les discours qui peuvent être véhiculés, par leur mimique sur le visage. Vous savez que de plus en plus, il y en a qui sont attachés à ces cultures japonaises qui se mettent maintenant partout sur la planète. Non, ça va, je fais pas une référence à Planète Sushi. Je déconne. Petite parenthèse, il y aura de rigoler de temps en temps. Non, juste pour dire, ils sont de plus en plus dans les mangas, même le côté asiatique, etc. Ils sont de plus en plus... Ça, je rigolais, hein, c'est pas un truc raciste, il y en a certains, je les vois déjà reprendre. Sur la planète, donc, il y a de plus en plus de personnes qui s'attachent à des mangas. Il y a des personnages qui n'existent pas, qui sont créés de toutes pièces, mais ils sont fans, comme ceux qui sont dans la K-pop, les trucs comme ça. Après, je comprends pas tous les délires autour de ça, mais je vois une chose, c'est que de plus en plus, il y a ces aides comme ça, artificielles, qui sont mis en avant, qui amènent un intérêt, et des jeunes qui sont carrément prêts à recréer des costumes, à se mettre dans la peau d'un personnage. Alors imaginez ces gens-là, avec des beaux messages, de l'espoir, la possibilité de partager avec, d'échanger. C'est-à-dire que ça ne sera plus les influenceurs qu'on connaît actuellement dans la totale vulgarité haute, hein, ça peut peut-être s'effacer, mais ce sera des influenceurs qui pourront intervenir et qui seront surtout à la pointe de la technologie, permettant à chacun d'échanger avec eux. C'est-à-dire que c'est plus les influenceurs qui mettent leur snap et qui font leur placement de produit, qui répondent à un ou deux followers, suiveurs. Non, c'est plus ça. Là, c'est maintenant dans la possibilité de développer des robots, en dehors de diriger des entreprises, de diriger des politiques, d'être influenceurs. Et d'être des assistants de vie, de communiquer, des modèles de vie. On nous dit en Chine, une femme robot pilotée par une intelligence artificielle devient PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de salariés. Une première dans un pays où les robots sont déjà présents. Et très présents. Mais cette fois, c'est une étape supplémentaire qui est franchie avec ce robot humanoïde et son intelligence artificielle. Qui ça intéresse ? Les patrons. On va le voir après. Un robot qui travaille 24/24. Que tu ne dois pas payer. Au final, une fois que tu as acheté le brevet, tu as juste la maintenance à avoir. Ça coûte peut-être beaucoup moins cher que d'avoir un second PDG ou autre dans une entreprise. Ce personnage est donc Tang Yu, une femme robot qui a commencé par occuper le poste de numéro 2 de l'entreprise avant d'être nommée à un poste de PDG tournant de la société. C'est inédit. NetDragon, Websoft, compte plusieurs milliers de salariés et brasse des milliards de dollars. En interne, on appelle ça un dirigeant numérique virtuel, mais qui a tout de même une apparence physique. Et ça fait penser à quoi, les amis ? Genesis. À l'époque, il y avait un film qui s'appelait Terminator. Terminator Genesis, éclaté. Je crois que c'était le dernier en plus de tous ceux qui existent. Dedans, il y a une entreprise, Genesis, je crois que c'est en Californie. Je me dis, tiens, il y a un petit intérêt quand même à aller vérifier ça. L'entreprise, à l'époque, avait un certain logo. 666. Je vous invite à vous intéresser à l'ancien logo de Genesis et à voir ce qu'est Genesis. Comment ça ? Des serveurs partout sur la planète proposant l'intelligence artificielle dans différents domaines, militaire, santé, économie, ou encore des services de streaming, des services également de consommation, services après-vente. Oui, tout ça avec Genesis. On va en parler rapidement après. Même des vocal bots, ou vocabots, je ne sais plus comment ils nomment ça. C'est plus seulement des chat bots. Vous savez, c'est les premiers niveaux qui vont vous rediriger. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question ? La plupart du temps, en plus, ils ne sont pas pertinents. Ça va aller au-delà. Et ça va supprimer tout un secteur de télécommunications. Toutes les personnes qui peuvent se retrouver en France, au Portugal, au Maroc, ou dans d'autres endroits qui ont eu des call centers, qui ont poussé comme ça de terre, hop, avec des beaux bâtiments, des propositions d'emploi alléchantes. Finito. Ça arrive à sa fin petit à petit. Parce qu'il les remplace. Ces personnages beaucoup plus attrayants. Et dans les entreprises, ils vont en être de même. Ça va être animé sur les écrans. Le visage de la PDG robot apparaît sur les écrans d'ordinateur sous forme d'un humanoïde, avec son costume strict, sa coupe de cheveux parfaite. Imaginez un peu, pour ceux, alors c'est pas encore une fois du domaine de tout le monde, mais il y a beaucoup de métiers dans l'administratif, dans la bureautique, dans l'informatique et dans bien d'autres choses, qui mènent à être derrière un écran aujourd'hui. Par le passé, c'était plutôt derrière des archives, des papiers, etc. Il y en a d'autres qui travaillent plus dans le brut, je pourrais dire, c'est-à-dire qu'ils sont maçons, ils sont livreurs, ils sont couvreurs, il y a bien d'autres domaines qui existent encore. Donc eux, pour l'instant, c'est pas encore leur cas.
quoi que ça pourra venir par la suite. Mais imaginez, vous rendez sur votre lieu de travail et vous avez, avant de commencer la journée, 2 minutes d'échange avec ce gérant, ou cette gérante, peu importe. Et c'est chacun qui a une conversation personnalisée avec le PDG, ce qui est impossible avec des êtres humains. Les êtres humains, le PDG, il passe de temps en temps, il est trop occupé. Il a ses affaires à gérer, il va passer peut-être faire ce qu'ils appellent un briefing ou encore une sorte de cahier des charges, etc., échanger sur les avancées possibles, un brainstorming et compagnie. Mais ça ne va pas aller plus loin. Alors que là, ces technologies vont permettre, quelque part, en plus de lier un lien avec le patron. C'est plus un patron que tu as peur ou un patron que tu vas esquiver. Non, c'est un patron qui, soi-disant, est mieux et bienveillant. Et prêt à t'écouter, qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Est-ce qu'on peut s'arranger sur tes horaires? Est-ce qu'on peut... Et des tas de choses encore. Là, je pense à mon niveau, mais imaginez les possibilités qui peuvent être mises en place. Et qui refusera ça? De pouvoir échanger avec un boss sur les évolutions, sur les prises de congé ou non, sur l'algorithme. Il n'a pas d'émotion, donc lui, il définira les vacances. Ton collègue, ça fait 2 fois, il prend les vacances au même moment et quelque part, tu te retrouves lésé, t'en fais pas. Question d'égalité. Maintenant, c'est à son tour d'être lésé et à ton tour de profiter de ces créneaux, ces périodes pour partir en vacances. Il y a des tas de possibilités. Et encore là, je vous en dis comme ça, je vous lâche des petites graines pour que dans votre cerveau, tac, et pourquoi pas le développement d'un arbre ou d'une plantation qui donnera à son tour ses fruits, qui en fera pousser d'autres et d'autres et d'autres. Et à ton tour, tu partageras, tu mettras un commentaire ou non. Et ça en fera germer d'autres dans ma tête aussi. C'est un échange. Grâce à l'intelligence artificielle, elle est aussi capable de s'exprimer. Un PDG qui travaille 24 heures sur 24. Mais est-ce que c'est réellement le robot qui dirige l'entreprise? Oui et non. Parce qu'évidemment, ce sont des humains qui programment le robot et qui peuvent à tout moment le débrancher. Reset. Off. Ces pouvoirs ne sont donc pas illimités. Mais une fois le programme lancé, le PDG robot travaille de façon presque normale. Elle est en mesure d'approuver, signer des documents, comme tout PDG, mais aussi de gérer des projets, évaluer les performances du personnel et décider éventuellement de la sanction. Tangyu rationalisera les process, améliorera la qualité des tâches de travail et la vitesse d'exécution, se réjouit NetDragon. L'entreprise met en avant sa rationalité et sa logique, car contrairement aux humains, elle n'a pas de sentiments. Celui-ci, pas assez performant, il coûte cher à l'entreprise, radié. On t'a demandé de signer un nouveau contrat, là. Ce nouveau contrat, le vois-tu? Tu es mis sous l'analyse de cette PDG. Ça, c'est les prochains contrats. La performance. Être performant à son travail. Et, dans un sens, c'est rendu possible pourquoi? J'ai travaillé dans certaines branches. Je travaillais notamment dans le domaine des retraites, dans l'énergie, ou encore dans les banques. Plusieurs banques. Ce que j'ai observé, des gens qui, par le temps, commençaient à être lassés d'un certain métier, des tâches exécutées journalièrement et de façon répétitive, qui en viennent à la fin à être au comptoir pendant 1 heure au lieu de travailler sur les dossiers. Vous voyez? Et ça, les patrons, ils n'aiment pas. Les chefs d'équipe apprécient de moins en moins ceci, même si il y a le télétravail, etc., qui est censé redynamiser, donner un peu plus d'énergie à ses employés. Vous voyez? Imaginez maintenant toutes les catégories qui vont se retrouver sous le joug. C'est pour ça que Big Brother, c'est pas uniquement la surveillance de la rue, la surveillance de ce que tu peux penser, c'est également la surveillance de la productivité au travail. Rappelons par là que la fainéantise est maintenant sanctionnée, ou en tout cas va arriver à sanction, va arriver à sa fin. C'est dommage, ça c'est à cause des profiteurs. Que la fainéantise soit quelque part bannie, qu'elle soit un peu remise en place par un redressement, c'est compréhensible. Maintenant que des gens ne puissent plus vivre de façon où le destin n'est pas écrit à l'avance. Vous savez, ils vont à leur occupation ou non. Qu'il y ait des personnes au RSA pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne me dérange pas. Ce qui est dérangeant pour la société, c'est ceux qui profitent des systèmes. C'est ceux qui profitent de la CAF. C'est ceux qui profitent des aides. À cause de ces gens-là, ça légitime ces programmes. Puisqu'il y a trop de fraudeurs, puisqu'il y a trop de pertes, eh bien à un moment, on préfère investir dans les technologies. C'est triste, et c'est là où on en arrive. Puisque les humains n'ont pas ouvert les yeux sur des tas de choses, ne vous en faites pas, la technologie est là. Et en plus, on nous dit donc que ce PDG robot présente l'avantage de travailler 24 heures sur 24.
24 heures sur 24, capable d'analyser les marchés, d'analyser ce qui se dit sur Internet, de voir ce qui peut être ou non en tendance, de voir ou non les profils des ménages, ce qu'on appelle les ménages, les foyers, leur pouvoir d'achat, les politiques qui vont passer, les événements ou non qui risquent d'entériner certains projets ou qui risquent en tout cas de les impacter parce que le portefeuille des gens est amenuisé à cause des inflations ou à cause de tel marché ou de telle évolution ou de telle loi qui peut passer, et donc des manifestations qui s'enclenchent, des perturbations sur la route. Il y a des tas de domaines, tous analysables 24 heures sur 24, ce qu'un PDG ne peut pas faire, et ce qu'un employé ne peut pas faire non plus. Comment c'est possible ? Parce qu'on a programmé l'algorithme pour. Comment c'est possible ? Parce que l'algorithme a accès à ces bases de données, à ces serveurs. Et comment c'est possible ? Parce que de plus en plus, les gens disent réellement ce qu'ils pensent. Vous voyez, c'est très rare des gens qui vont tourner des phrases et qui vont aller dans l'inverse de ce qu'ils pensent. Dans la réalité, oui, dans les échanges qu'ils ont, ils peuvent être dans le faux usage de faux. Ils peuvent être là à avoir certains comportements avec certains, à leur sourire ou à leur tenir certains propos, alors qu'ils les détestent au fond d'eux. Vous voyez, c'est des hypocrites, ce que je vous disais dans une des entreprises que j'ai fait, des hypocrites, qui n'assument même pas leurs propos en plus, mais passons. Et bah, là, dans cette réalité, les hypocrites sont très rares sur Internet. La plupart du temps, les messages qu'ils vont mettre, les interactions qu'ils vont avoir, c'est ce qu'ils pensent. Ils peuvent de temps en temps être un peu dans l'hypocrisie pour tenter de plaire ou non, ou de soudoyer telle ou telle chose. Mais la majorité des utilisateurs, des réseaux sociaux et compagnie, ils expriment ce qu'ils ont fait dans la journée, ce qui les dégoûte, ce qui les convainc, et compagnie. Ils offrent la possibilité d'avoir des données non tronquées. Si par contre demain, on passe à l'action, et que les données qui sont transmises à ces serveurs sont complètement erronées, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense, ça n'a plus de sens, les algorithmes d'un coup ils vont être défaillants. Leur fonctionnement il va se retrouver chamboulé. Et c'est là où c'est les bonnes techniques de certains qui font du trolling. Parce que par exemple, nos fact-checkers, je reviens rapidement sur eux, qui voulaient nous dire ce qu'est la vérité ou ce qu'est le faux. Et qui au final, après Covid, après des tas de révélations, on vient à dire, bon, au final, on a été un peu une officine de l'État, ou d'autres, clairement, c'était voyant. Il fallait avoir les œillères pour ne pas observer ça, c'est-à-dire notamment Igounet et Reichstadt, qui sont contre la droite, dite extrême droite, contre Le Pen. Alors que pourtant, ça n'est pas un délit d'être pour Le Pen. Que les gens soutiennent Le Pen, ils font ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est de la mascarade politique entre le RN ou le Rothschild Macron. Vous voyez, c'est la même chose. Marine Le Pen et son RN ou Rothschild Macron et son LREM, c'est les mêmes. C'est le même objectif. Mais vous comprenez maintenant, là où j'en viens. Je vous en ai déjà parlé en plus. De ces gens qui vous disent, il y en a marre du Forum économique mondial, mais qui ne savent pas le décrire, et qui laissent les fact-checkers prendre ça en main. Julien Pain et compagnie, vous dire que ceux qui parlent d'un recommencement, en plus ils ont utilisé le terme réinitialisation, même d'un recommencement, d'une transformation de la société pour aller vers les smart cities, pour surveiller les gens, pour réduire ou non les emplois, pour obtenir un peu plus d'optimisation des coûts et compagnie, des intelligences artificielles dans la prise des décisions, de la robotisation, automatisation, de la perte d'humains, et bien d'autres choses encore, des cryptos, tout ça, ça relevait de la folie. Fut un temps. Pourtant, la 4e révolution de Klaus Schwab avance tout le contraire. Je vous rappelle, première révolution industrielle, c'est la vapeur. 2e, électricité. 3e, Internet. 4e, c'est ça. L'intelligence artificielle et tous ces algorithmes et tout ce qui vient avec pour remplacer l'humain. Voire même pour dire la directive des modifications génétiques que doit se faire l'humain. Donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo parce qu'elle a peu été vue, qui s'appelle Dernière partie des mutations, et dedans, dans la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab, qui nous inscrit noir sur blanc dès le début de ce livre que c'est le programme du Forum économique mondial, il le dit. Avec les experts, il pense que d'ici 2025, donc dans même pas 2 ans, 45% des personnes interrogées s'attendent à ce que le point de bascule soit fait. C'est quoi le point de bascule ? Une première intelligence artificielle au conseil d'administration d'une entreprise. Dans d'autres pays du monde, c'est déjà fait. Et ça va arriver en Europe. Donc je vous invite à aller consulter la 4e révolution industrielle que je vous ai présentée en 3 vidéos avec des développements, pas juste rester comme ça sur de la lecture de
d'articles, aller plus loin. Donc la 4e révolution industrielle, ça c'est la première partie. La deuxième, c'est les mutations et les révolutions selon Klaus Schwab. Et enfin, la dernière partie, tout à droite. L'affrontement, comme je vous le disais tout à l'heure. Si par exemple, nous venons à avoir la Chine qui s'affronte avec les Américains, qui est coupable si sur le champ des décisions de bataille, ce sont des algorithmes qui prennent les décisions? Il faudra s'interroger. Si l'intelligence artificielle peut paraître si forte, si développée, c'est peut-être plutôt parce que l'humain est en train de perdre en capacité, en potentiel. La décivilisation se fait. L'ordre des grandeurs mène maintenant à l'ordre des bassesses. Même s'il est dit, le premier sera le dernier. C'est pas la question de dire je suis le premier et les autres me sont inférieurs. Non, non. Il y a cette phrase que je me répète, tu n'es pas supérieur aux autres, mais tu n'es pas inférieur aux autres. Il faut trouver ta place. Dans telle activité, tu pourras être meneur, dans d'autres, tu seras suiveur. Et dans d'autres, tu seras en phase d'apprentissage ou non. Ou dans d'autres, tu ne seras même pas positionné. Mais là, aujourd'hui, c'est grave, puisqu'on nous dit que 40% des élèves en France n'auraient même pas le niveau requis à l'entrée au collège. Les raisons, le temps d'apprentissage concentré sur quelques longues journées, la formation des enseignants qui ne permet pas une véritable polyvalence. L'enfant roi, ce nouveau monde, où maintenant on vient plutôt à leur mettre des questions sur leur sexualité, alors qu'il n'y en a pas, sur leur genre, pour les tromper, pour les mettre dans une illusion de représentation. Qu'ils ne puissent plus se représenter en français fier, fort, forte, en des filles qui vont devenir, après des mademoiselles, puis des madames, vous voyez, qui vont devenir ces jeunes femmes et puis des femmes, que le temps va faire mûrir, que le temps va apporter de ces hommes, enfin de ces garçons qui vont se transformer en jeunes hommes, puis en hommes, qui vont grandir, qui vont être un modèle, qui vont former une famille. Ça, c'est en train d'être détruit. À la place, il faut qu'il y ait l'individualisme, il faut qu'il y ait l'affront dans les familles, pour que des enfants sans repère, avec des familles et des conflits toujours plus importants, aient besoin de repères, mais les repères, elle les trouve où? Par ses amis qui ont les mêmes comportements, par ses amis qui sont aussi perdus, ou du coup par la technologie qui se substitue à tout ça? La technologie qui devient le nouveau parent, quelque part, de cette humanité en dépravation, de cette humanité en perdition. C'est du coup cette intelligence qui paraît si intelligente. Celle qui est artificielle à la place de celle qui était naturelle. Il ne faut plus écouter les conseils, il ne faut plus entendre des critiques. C'est fini, il faut être conforté dans l'esprit de communauté. Et quelle communauté? La communauté qui est régie et qui vit par la technologie? Qui pense avoir compris des tas de choses que la technologie lui met à disposition? Vous voyez, ça va loin. On avait, et on a toujours, ce qui s'appelle PISA. Je vous en avais parlé par rapport à un livre qui abordait les technologies. Est-ce que le fait d'avoir inséré des ordinateurs, ajouté un peu des programmes scolaires pour tâtonner l'informatique, ça avait amené du plus. Bon, PISA, c'est pas que ça, mais c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Côté après des idées, mettre des tablettes dans les écoles, etc. Le programme international pour le suivi des acquis des élèves est une évaluation créée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, sciences et mathématiques. Cette évaluation se déroule tous les 3 ans, avec une interruption en 2021 en raison de pandémie de Covid-19. Ce qu'il faut voir par là, c'est surtout cet esprit d'employabilité. Ça, c'est ce qui avait été décrit dans un des livres, et que je retrouve le titre. Cet esprit où il faut rendre employables les êtres humains. Et c'est très fort parce que Jules Ferry, etc., à l'époque, quand quelque part ils rendent accessible l'information, l'éducation, enfin à l'époque c'était surtout l'instruction à tous, donc que l'on puisse avoir au moins des notions de français, de mathématiques, un peu d'histoire, etc., c'était pour l'employabilité. Il faut pouvoir comprendre les directives d'un patron, ce qu'il va falloir faire dans l'industrie. Comment trouver sa place dans cette industrie, dans ces modèles de civilisation se transformant. Donc, il faut créer l'employabilité. Les crétins, malheureusement, on ne peut pas les mettre derrière un truc qu'ils vont rien comprendre. Tu vas leur expliquer, ils vont pas comprendre. C'est comme ça. Ils ont besoin d'obtenir un minimum d'éducation, d'instruction en premier temps, d'instruction. Et puis, ils se sont rendus compte, après, l'employabilité, c'est bien. Maintenant, on est dans l'ère moderne. On peut robotiser, automatiser. L'objectif suivant, c'est plutôt de modifier l'humain.
Donc c'est plus de l'instruction, à la place c'est l'éducation. L'éducation à obéir aux règles, à se transformer, à ne plus avoir forcément de famille, à être employable sur le marché et à ne plus parler la langue, on va le voir après. D'ailleurs, on va examiner ça. En fait, c'est à ne plus parler la langue française, anglaise, etc. Oui, ça, ils ont quelques notions, mais c'est à parler les nouvelles langues. HTML, PHP, Java et compagnie. C'est emmener de plus en plus ces gens à parler dans les langues économiques, enfin économiques, en plus c'est façon de parler plutôt commerciales, celles qui sont proposées, les techniques entonnoir, les 3, oui, en fait ils ont créé des robots sur le marché prêts à vendre tout et n'importe quoi pour une commission, même être influenceur, etc., tout ce qui est bidon, et les autres qui ont le langage informatique pour coder, pour programmer des algorithmes, des sites, etc. Les pays qui ont fait le plus d'efforts d'équipement n'ont pas obtenu de meilleurs résultats sur la compréhension de l'écrit, mathématiques et sciences. En revanche, les différences observées tiennent davantage à la fréquence du recours aux technologies de l'information et de la communication dans le travail à la maison. Les élèves qui utilisent très fréquemment un ordinateur ont de nettement moins bons résultats que ceux qui en font un usage modéré, tous milieux sociaux confondus. C'est pour ça qu'on rappelle Bill Gates, d'autres milliardaires, qui ont développé l'informatique ou investi dans l'informatique, font attention à ce que leurs enfants ne soient pas absorbés par cette éthique. Ils font attention à l'éthique, à la morale. Alors pour certains, c'est de la moraline, etc. Non, ils font attention à ce que cette informatique ne soit pas une sangsue. Absorber le sang, absorber l'être, absorber l'énergie. Et absorber au final l'humain, qui ne se construit plus. En effet, les élèves utilisant les ordinateurs de façon modérée, à l'école, tendent à être un peu plus compétents en compréhension de l'écrit électronique que les élèves ne les utilisant que rarement. Leur seule compétence en plus, ceux qui les utilisent de façon modérée, c'est d'en arriver là, à comprendre quelques éléments électroniques. Toutefois, les élèves utilisant très fréquemment les ordinateurs à l'école obtiennent de moins bons résultats en compréhension de l'écrit, même après contrôle de leur milieu d'origine. Imaginez les désastres des confinements et de ces apprentissages, de ces cours effectués à distance. Singapour est le pays le plus performant aux évaluations informatisées PISA de la compréhension de l'écrit électronique et des mathématiques. Bien évidemment, on pourra revenir sur ce sujet ultérieurement, pour revenir sur les langages qui existent, sur la linguistique également, des travaux de Noam Chomsky, à cette transformation du langage pour l'informatique, pour des codes, pour bien d'autres choses. Témoignage, donc comme on le voyait, les humains, ça y est, après le cinéma, après les quelques annonces, et puis après les discours ou non, ou les discussions qu'ils ont pu entretenir, ils se sont dit, bon, après tout, passons à l'utilisation de ChatGPT. Alors il y en a certains qui vont l'utiliser pour les programmes sportifs, d'autres pour le planning des vacances, ou encore les prises de décision en tout genre. C'est un peu comme ceux qui disent, hey Siri, quel jour on est, est-ce qu'il fait beau ? Est-ce que je dois sortir ? Vous savez, ça va très loin. Bon, c'est pas encore tous les humains, heureusement. De plus en plus d'utilisateurs laissent la gestion de leur vie aux mains de l'intelligence artificielle, au risque d'en devenir dépendants. C'est là où je vous invite à revoir le film Her, notamment, qui témoigne un peu de ce que pourrait devenir le monde si on se laissait devancer. Et comme les gens sont toujours plus dans la solitude, il y en a des fois, ils passent sur mes directs, ou ils vont sur d'autres directs parce qu'ils sont seuls. Nos anciens ont été abandonnés, puisque les jeunes générations maintenant n'ont que faire pour la plupart des doyens et des doyennes. Ils vont faire une visite de temps en temps, puis un jour il y a un coup de fil. Et ils apprennent le décès de mamie ou de papy. Et puis ils se rendent aux funérailles, et ça y est, la journée est passée, ils sont passés à autre chose. Il y avait un livre comme ça, c'était Les Anges, je ne sais plus quoi, qui était un roman, qui est très très connu en plus, et dedans justement il aborde ça. Alors je l'avais lu il y a un moment de ça, donc j'aurais pu toute la référence de ce qui était cité dedans, mais c'était ça en fait, c'était l'explication que l'homme a de plus en plus peur de la mort. Là où il vit plus longtemps, il a toujours plus peur de la mort, puisqu'il n'y est plus confronté. L'homme, dès son plus jeune âge, dès sa jeunesse, dès son enfance, est un peu éloigné de ce qui peut le ramener de la mort et des expériences de vie. Papy, mamie, c'est une visite de temps en temps. Les parents trop occupés à leur activité. Et aujourd'hui, les enfants, ce qui n'était pas décrit dans le livre, mais qu'on peut ajouter, toujours plus attachés aux écrans. Toujours plus attachés aux jeux vidéo,
aux conversations virtuelles, et puis aux potos, aux amis, ça c'est normal, c'est la jeunesse aussi. Et au final, un jour, y a mamie, il y a papy qui décèdent, et ils reçoivent un coup de téléphone. Et on leur dit voilà, c'est terminé. Et après, il y a la dernière visite. Vous voyez, et après, ça y est, c'est passé à autre chose. C'est donc, en tout cas, cette société qui a très très peur de la mort et qui fait tout pour la repousser, qui fait tout pour l'artificialiser. Elle a même peur de vivre des choses pas forcément agréables, mais qu'il faut vivre dans sa vie pour être fortifié, pour être bonifié ou non avec le temps. Il y a des choses qui nous déplaisent, mais qu'on doit vivre. Il y a des choses que l'on fait qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas forcément en train d'être exécutées sans consentement libre et éclairé, mais qui sont faites parce que c'est une tâche de la vie. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas vivre, mais qu'on vit. Et après, avec le temps, on se dit, j'ai bien fait de vivre ces choses quand même. Ça m'a forgé. Ça m'a peut-être ajouté un peu plus d'énergie. Ça m'a peut-être mobilisé pour devenir meilleur. Mobilisé pour rentrer dans de nouveaux combats. Et pas juste me laisser aller, me lâcher, penser que j'avais tout acquis sur le bout des mains, que j'avais toutes les connaissances sur le bout de la langue. Au contraire. Retrouver foi en l'humanité, en l'autre, etc. Bref, et il y a tous les autres qui veulent artificialiser ça et qui n'hésitent pas même à utiliser l'intelligence artificielle conversationnelle. Des conversations de faux, ou de vrai d'ailleurs, mais... Enfin, vous voyez, il y en a qui vont utiliser ces technologies pour, par exemple, une entreprise, qui ait un service de libre accès, qu'il y ait un service après-vente et compagnie. Et il y en a d'autres qui vont utiliser ces technologies pour draguer à leur place, pour communiquer à leur place, pour rédiger ou non des devoirs à leur place, pour se simplifier la vie. Mais la vie, pourtant, elle ne doit pas être simple. La vie, elle doit être compliquée. Souvent, on dit, pourquoi faire compliqué quand c'est simple ? Mais la réalité, c'est que dans le compliqué, on étudie plein de raisonnements. On étudie ce que représente la vie, quelque part. Si la vie était toute lisse, un chemin sans embûches, quel serait l'intérêt ? Les embûches, ça peut détruire à certains moments, mais si on ne trébuche pas, on ne se retrouve pas sur le bûcher. On a avancé, on s'est fortifié, on a développé au nom des vertus. On allait au-delà. Au-delà de la limite qui nous était imposée. Tout en concevant quand même qu'il faut des limites dans la vie. Il faut délimiter son parcours. En ayant notion qu'on peut évoluer. Élargir ses zones de confort. Mais qu'il y a des limites à ne pas dépasser aussi. Mettez les voice bots au service de votre centre d'appel. Les assistants virtuels alimentés par l'intelligence artificielle conversent avec vos clients en utilisant un langage naturel. On se rappelle, il y a quelques années, les traductions ou autres possibilités d'obtenir une voix artificielle, c'était vraiment « je suis votre ». Enfin, ça parlait vraiment comme ça. Ou dans les films, c'était pareil. C'était cette image du robot conversationnel, mais tu l'entends, c'est un robot. Dans sa façon de parler, il n'y a rien d'humain. Alors que là, de plus en plus, ils arrivent avec les vocodeurs, ils arrivent avec les développements de différents logiciels qui vont jouer sur le contraste de certaines voix, qui vont mélanger même plusieurs voix différentes pour créer ce nouveau son qui peut en sortir, qui est toujours plus humain. On voit quand même que dans les constructions de phrases et dans la fluidité, pour l'instant, ça reste limité, mais il y a cette évolution. N'oublions pas cette théorie de mort. Tous les 18 mois, la technologie double. On est loin de l'utopie de Thomas More. Mais on est dans cette société qui refuse la mort. Et qui fera en sorte de pouvoir vivre le plus longtemps possible. Avec le plus de confort. Les voice bots, on nous dit, ouvrent également des opportunités de croissance des revenus grâce à la vente croisée et à la vente incitative. Ils peuvent émettre des recommandations personnalisées en fonction de l'historique et des préférences du client. Qu'est-ce qu'il a consulté ? Qu'est-ce qu'il a consommé ? À quelle fréquence ? Quand ? Etc. De plus, la vitesse, la précision et la disponibilité des voice bots, 24 heures sur 24, améliorent directement l'expérience client, loin de ces humains qui sont dérangeants dans ces centres d'appel et qui ont des horaires précis, où il faut payer plus cher lorsqu'ils travaillent de nuit. Tot,
L'automatisation, tout comme la technologie des voicebots ou chatbots, fait partie de la modernisation du libre service. Avec l'intelligence artificielle de Genesis et de centres de contact Google, nous avons découvert que nous pouvions utiliser des technologies telles que la synthèse texte-parole et la reconnaissance vocale automatisée pour créer de nouveaux flux de chat et d'appels sans disposer de toutes les connaissances traditionnelles. Technologie, on a aussi Anacrim, un puissant logiciel au service de la gendarmerie qui a été ressorti récemment pour l'affaire du petit Émile. Le cerveau humain a ses limites. Ce logiciel fait des rapprochements sur des données identiques. Par exemple, dans un dossier de stupéfiants, avec les conversations téléphoniques, il détecte des liens entre des personnes. Telle personne a contacté lui, ça semble être l'élément du milieu, la transition au niveau de la vente de tant de kilos ou de plaquettes, peu importe. Anacrim permet de faire des schémas relationnels et des chronologies. Encore une fois, Anacrim, il faut comprendre une chose, c'est que pour faire toutes ces projections, pour faire tous ces schémas de la relation avec cet élément qui a été partagé, cette conversation téléphonique et bien d'autres choses, ils ont besoin de données vérifiées. Toute donnée de désinformation, toute donnée semi-véridique peut bouleverser l'arrivée, peut bouleverser la finalité de la compréhension du logiciel. Même lorsque les protagonistes d'un dossier sont très nombreux, le logiciel a été utilisé pour relancer l'affaire Grégory début 2017. Les époux Jacob, des membres de la famille Villemain, ont été mis en examen. Le tueur en série, Patrice Allègre, a été confondu pour certains crimes grâce à Anacrim. C'est un véritable travail de fourmi qui attend les enquêteurs. Chaque élément recueilli pour l'affaire du petit Émile doit être scrupuleusement analysé, qu'il s'agisse de fibres de vêtements, de traces de pas, d'empreintes d'ADN, d'un banal objet retrouvé sur un bord de route ou, évidemment, des renseignements reçus ou de données de téléphonie. Une enquête technique pour laquelle le logiciel Anacrim va être utilisé et mis à disposition à contribution. C'est un logiciel de balayage qui traite toutes les données d'une enquête précise. Il regarde ce qui a été fait et permet de mettre en lumière des carences ou des failles, expliquait il y a quelques années Yves Bianco-Brun, maître de conférence à l'Université de Bordeaux et criminologue. À partir des données collectées, le logiciel permet d'en tirer des recoupements et de nouvelles hypothèses de travail. Loi sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne. Première réglementation de l'intelligence artificielle. En avril 2021, la Commission européenne a proposé le premier cadre réglementaire de l'Union européenne pour l'intelligence artificielle. Il propose que des systèmes d'intelligence artificielle, qui peuvent être utilisés dans différentes applications, soient analysés et classés en fonction du risque qu'ils présentent pour les utilisateurs. Les différents niveaux de risque impliqueront plus ou moins de réglementation. Une fois approuvées, ces règles seront les premières au monde sur l'intelligence artificielle. L'Union européenne est donc la première à se positionner sur les limites que l'on va appliquer à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un article du 9 juin 2023. C'est important à préciser, c'est tout frais, il va falloir rester concentré, focus sur ce qui va se décider au Parlement. Ce que le Parlement veut dans la législation sur l'intelligence artificielle. La priorité du Parlement est de veiller à ce que les systèmes d'intelligence artificielle utilisés dans l'Union européenne soient sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires et respectueux de l'environnement. Les systèmes d'IA devraient être supervisés par des personnes plutôt que par l'automatisation afin d'éviter des résultats néfastes. C'est-à-dire qu'il faut des humains pour autoriser ou non l'utilisation de certaines intelligences artificielles et surtout dans la prise de décision finale. Quelles sont les limites ou non. Le Parlement souhaite également établir une définition uniforme et neutre sur le plan technologique de l'intelligence artificielle qui pourrait être appliquée aux futurs systèmes d'intelligence artificielle. Alors, parmi le risque inacceptable, il y a les systèmes d'intelligence artificielle à risque inacceptable sont des systèmes considérés comme une menace pour les personnes et seront interdits. Ils comprennent la manipulation cognitivo-comportementale de personnes ou de groupes vulnérables spécifiques. Par exemple, des jouets activés par la voix qui encouragent les comportements dangereux chez les enfants. Ils savent très bien
qu'au Parlement, comme dans les gouvernements, il y a des déjantés qui veulent s'en prendre aux enfants et qui sont même prêts, à travers toute leur propagande, à en faire des jouets ou des choses comme ça avec des voix qui inciteraient à on ne sait quoi. Donc ils ont déjà préparé, je pense, une partie de l'outillage face à ça. Ensuite, donc là, il y a un score social également, ils veulent s'opposer à ça, classer les personnes en fonction de leur comportement, de leur statut socio-économique, de leurs caractéristiques personnelles sera interdit. Et enfin, les systèmes d'identification biométrique en temps réel et à distance, tels que la reconnaissance faciale, devraient être interdits dans les projets d'intelligence artificielle, ce qui au passage mettrait une sacrée claque à Estrosi. Estrosi, ça fait des années, il est là. À Nice, il veut imposer absolument caméra, rocofaciale, biométrie et compagnie. Ah, que ça serait bon, pour une fois, avoir l'Union Européenne qui fait des choses bien, ça serait pas mal. Il monte la poupée, brave gars. Alors je vais vous lire après, hein, ne vous en faites pas, n'hésitez pas à nouveau à liker, à partager. Alors attendez, hop, que je retrouve. Si mon PC veut bien suivre. Oh, c'est quoi la RAM? 1h40, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'arrive bientôt à la fin de ça. Certaines exceptions peuvent être autorisées, par exemple les systèmes d'identification biométrique à distance, a posteriori, où l'identification se produit après un délai important, seront autorisés à poursuivre des crimes graves et seulement après l'approbation du tribunal. Et donc là, voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe le live en deux? Parce que là, après, j'ai un livre à vous présenter. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre fin à ce direct et je vais en relancer un autre pour la lecture de Les Data contre la liberté de Patrick Faro. J'ai à peu près une cinquantaine de pages qui ont été sélectionnées. Ou 50 passages, si vous préférez. Donc là, je vais mettre fin à ce direct et en fait, la suite de ce direct va suivre avec la lecture, pareil, à nouveau en direct, les data contre la liberté. Mais rapidement, je vais vous lire avec Skippy, Laetitia, Phoenix. Est-ce que plagier Gad Elmaleh est du plagiat ou est-ce que ça s'annule? Comme en maths. Skippy, oui, le négatif, plus le négatif, positif. Si on me propose rouge ou bleu, je préfère vert ou mauve, car bleu et rouge, ça reste un choix à me poser, donc une vision faussée. Oui, après ça dépend, des fois on peut te proposer des choses qui sont bonnes pour toi aussi, il faut juste avoir la lucidité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te sentir obligé de choisir, en effet. Il faut avoir ce consentement libre et éclairé. Que l'on te mette à disposition, par exemple, un choix 1 ou un choix 2, s'il faut, un des deux est meilleur. C'est à toi de voir là où ça te mène. Après, Phoenix, pour rejoindre à ce que tu disais, pilule rouge ou pilule bleue, je rejoins un de mes raisonnements passés, c'est que la pilule rouge et la pilule bleue, ça peut être tout simplement la représentation du nocebo et du placebo, et auquel cas, t'es jamais dans la réalité. Tu te mets soit dans un bonheur qui est illusoire, soit dans une mauvaise santé qui est aussi illusoire. Comme utopie-dystopie, quand on a notre réalité qui souvent se situe entre les deux. Parce qu'encore une fois, il y a une question d'opposition entre ceux qui étaient pour l'utopie, ceux qui voyaient une dystopie, et les autres qui vivaient normalement. Ce qui permet de se mener à la réalité. C'est pour ça que toutes les analyses, projections, prospections qui peuvent exister sont à prendre, mais à limiter. Il faut juste savoir les juxtaposer entre ceux qui sont pros, ceux qui sont anti, toi ce que tu en penses aussi. Et par exemple, par rapport aux soins, aux ciseaux génétiques, à ceux qui se font des thérapies géniques, etc., qui sommes-nous pour leur interdire? Vous voyez? Et c'est là où ils sont très forts dans cette triangulation à la Cartman, où il y a un bourreau, une victime, ou en tout cas il y a un affrontement, les pros et les antis, quand eux sont toujours avec leur entreprise, et vont toujours avoir ce potentiel d'obtenir des humains. Ils vont toujours avoir des utilisateurs qui vont dire ce qu'ils ont fait dans leur vie sur les réseaux sociaux, des utilisateurs qui vont partager leurs émotions. Ils vont toujours avoir, par rapport au cartel pharmaceutique, des personnes qui prendront les médicaments, qui prendront même certaines drogues, par dérive, en psychotropes, etc., pour se défoncer. Même s'il y en a qui savent très bien que ça va détruire leur santé, ou qui vont se retrouver sous surveillance, ou que ça va les brider dans leur liberté, ils agissent quand même. Est-ce que c'est une question de stupidité? Je sais pas. Je ne sais pas comment catégoriser ça. Est-ce qu'on peut les interdire? Bah non. C'est le libre arbitre de chacun. Comment toi tu peux interdire le consentement libre et éclairé de l'autre? Ceux qui s'en sortent,
sont toujours ceux qui mettent les conditions en place. Ils proposent aux malheureux cancéreux ou aux malheureux qui a une tumeur ou je ne sais quoi, de le soigner ou en tout cas d'expérimenter des logiciels qui vont faire des scanners et analyser les données pour après lui dire tu auras peut-être le début d'une leucémie, on va entamer des corrections ou non sur les défauts que tu as. Qui sommes-nous ? Celui par exemple, triste à dire, mais qui est né garçon et qui, plus tard dans sa vie, se transforme en femme avec toutes les chirurgies et modifications qui s'ensuivent et illusions confortées par les psychiatres, etc., qui sommes-nous pour l'interdire ? Vous voyez, c'est là où c'est très compliqué. Les seules choses que l'on peut défendre et où on peut mettre des limites, c'est quand ça nous concerne nous, nos proches et son petit cercle familial. Ça, c'est les seules conditions où on peut amener au raisonnement, où on peut amener à limiter certains développements. C'est tout. Mais on ne pourra pas leur subtiliser leur consentement. Même si on voit que derrière ces politiques ou autres, il y a un esprit de coercition, qui sommes-nous ? C'est complexe. C'est une sacrée équation en effet. Et c'est pour ça que j'écoutais l'autre jour une série drôle et dedans, il y en a un, il vient à dire on ne change pas le système. C'est le système qui change. Et moi, je me suis dit autre chose. En fait, il explique tu ne changes pas le système, c'est le système qui te change parce que tu as tous les suiveurs. Et il y a autre chose qu'il faut voir. C'est qu'en fait, le seul moyen de changer le système, c'est pas... Alors oui, ça en fait partie un peu de s'attaquer en disant ce qui ne va pas, mais c'est surtout en construisant notre modèle. Un modèle qui va le remplacer. D'où toutes ces idées de grande réinitialisation, grand recommencement, etc. Eux, ils l'ont très bien compris, ceux qui sont acteurs de ces forums, de ces think tanks, de ces corporations. Ils savent très bien que là, actuellement, dans l'état même des choses, ils ne peuvent pas encore imposer tout ça. Qu'il va falloir substituer le système civilisationnel que l'on connaît, et constitution ou non que l'on connaît, et les droits ou non que l'on connaît, pour y ajouter un nouveau modèle. La santé que l'on connaissait, naturelle, pour l'artificiel. Celle qui fonctionne par algorithme, qui fonctionne par modification génétique, par surveillance. C'est pour ça que c'est à nous de voir maintenant qu'on fait un constat. Il faut absolument former la base de tout ce que l'on veut conserver et ce que l'on ne veut surtout pas, pour après proposer de notre côté et avoir les suiveurs. Le monde fonctionne ainsi. Les civilisations se forment par les suiveurs. Il y a les penseurs, ceux qui créent les conditions et les suiveurs. Vous voulez de quelle partie ? À vous de voir. Les suiveurs d'un ou l'autre sans comprendre ce que c'est, ou les promoteurs d'un autre monde. Voilà. On va se retrouver pour la lecture Les datas contre la liberté, et vous aurez moins de développement de ma personne, mais en tout cas j'espère que ça vous a amené une part d'intelligence en dehors de ces artifices qui existent. On est en plein dedans dans l'informatique, réalité aussi, on est plié plutôt peut-être de s'intégrer, société totalement artificielle. Intéressant, merci à toi Phoenix. Ils le veulent, leur crédit social. On va en parler du crédit social là, dans le direct qui va suivre. Juste marquer une petite pause pour manger un bout et on va se retrouver. T'es citoyen que tu le veuilles ou non, Jean-Claude, oui c'est vrai. Pourquoi vouloir être citoyen alors qu'on se déteste ? Marcel, ok, toi tu me disais ça tout à l'heure. Le houmou, c'est du pois chiche. Frankenstein, le frère de Albert. Non, c'est plutôt la construction. Docteur Frankenstein. Bon allez, on se retrouve dans quelques minutes. N'hésitez pas, vous likez, vous partagez. Vous avez eu quand même 2 heures d'échange qui avaient un bon dynamisme, des bons développements, la vérité, l'avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée. Et au fait, ça y est, je me suis mis également sur TikTok. Je partage des petites vidéos de 5 minutes, 10 minutes. Je vais y téléverser mes réflexions. Allez, à très bientôt. Enfin, dans quelques minutes exactement, on va se retrouver, je pense, avec 20h49. On va se retrouver pour 21h15, je pense. Allez, à tout.